Bonsoir, merci de venir toujours plus nombreux dans ce rendez-vous trimestriel. Si on est aussi précis pour une fois, où on vous fait carrément un décompte, c'est parce que pour la première fois, on est en direct sur le site L'Internaute. Je salue donc les internautes qui nous regardent actuellement sur l'Internaute et je donne tout de suite la parole à Michel-Édouard Leclerc, puisque c'est lui qui est à l'initiative de ce rendez-vous trimestriel, les éclaireurs. Alors les éclaireurs, c'est une sémantique un peu scout, mais un peu comme le manga qui ne dit pas la simplicité, derrière la simplicité du dessin, ce qu'on peut aller y rechercher. Nous voulons recréer des lieux de débat qui ne soient pas trop convenus et on ne se contente pas du pour et du contre et du blanc et du noir. Et dans la complexité des sujets culturels aujourd'hui, le cinéma. Moi, je suis un fanat de cinéma. Je suis un gros acheteur de DVD et pas que chez Leclerc, parce qu'à Orly, c'est pas Leclerc. Mais je me rends compte aussi que il se passe plein de trucs sur les séries. Mais voilà, on oublie qu'en Bretagne et un peu partout en France, on en est à la 2G ou une 3G pas très fiable. Donc le DVD, ça continue quand même à être un support intéressant. Et puis la salle de cinéma. Alors la salle de cinéma en province, elle a fait comme les grandes surfaces, elle est partie à l'extérieur. Donc il faut revenir entre le restaurant, l'extérieur. C'est pas toujours un lieu de vie, c'est un lieu pour aller voir du cinéma. Mais c'est de tout ça qu'on va débattre, parce que derrière, ça façonne au fond la qualité, mais aussi le type de production, de réalisation. Et M. Tadei est un monsieur qui n'a pas la langue dans sa poche. On l'entend d'ailleurs, sa langue sur Europe 1. On le voit pas mal il est allé se commettre chez RT. Et voilà, donc c'est lui qui va animer ce débat pour les internautes, pour les éclaireurs. Alors donc, petit point d'abord pour voir de quoi on va parler à propos de cinéma, puisqu'on a abordé à peu près tous les sujets. Ce soir, c'est le cinéma. Alors moi, quand j'étais petit, on attendait le prochain Martin Scorsese. On l'attendait parce que quand il allait sortir en salle, d'abord il n'allait sortir qu'en salle. Et puis il y avait des horaires. Les séances, ça commençait à 14h. La dernière, c'était un peu avant minuit. Et puis si on ratait le Scorsese, on n'allait pas le revoir avant 10 ans. Environ. Et c'était comme ça le cinéma à l'époque. Il y avait des films qui passaient à la télé, pas les Scorsese, mais les films français passaient à la télé, mais au bout de 10 ans. Et puis tout a changé, évidemment, avec Canal+, l'arrivée de la vidéo, l'arrivée des DVD, les cassettes d'abord, puis les DVD, les magnétoscopes, puis les lecteurs de DVD. Ensuite, il y a eu la VOD grâce à Internet. Internet a changé beaucoup de choses. On a pu voir des films piratés. Et puis sont arrivés la SVOD, c'est-à-dire les plateformes par abonnement. La première a été Netflix. Et là, tout a changé. C'est-à-dire que les films qu'il fallait choper, c'était très difficile de les choper. Tout à coup, les films, maintenant, attendent qu'on veuille bien les regarder. Alors, ils attendent dans des bacs. Ce sont les DVD. Moi aussi, je suis un grand acheteur de DVD. Ils attendent sur Internet. Ils attendent sur les plateformes. Et puis, ils sont en concurrence. Alors, avec les séries, bien entendu, Michel-Édouard l'a dit, mais avec absolument tout. Les films sont en concurrence avec tout, puisqu'on peut tout regarder tout le temps. Donc, les films sont en concurrence avec les téléfilms, avec les séries, avec le JT, avec la télé-réalité, avec les documentaires, avec les vidéos de chats. Et à la fin, on se demande que restera-t-il à la fin. Est-ce que le cinéma français, notamment, survivra à tout ça? C'est de cela qu'on va discuter ce soir. Je vous présente nos invités. Tout là-bas, en face de moi, il y a Alexandre Charlot, qui a été scénariste des Guignols d'abord sur Canal+, de 96 à 2000, puis de cinéma avec Maléfique, Astérix aux Jeux Olympiques, Bienvenue chez les Ch'tis, RTT, Boulet Bill, Les Têtes de l'Emploi. Puis il est devenu réalisateur avec Imogène McCartery, avec Catherine Fro, puis scénariste de séries. La série, c'est Deutschland, la première série française produite et diffusée par Amazon Prime. Amazon Prime, c'est la concurrente de Netflix et de Canal+, par la même occasion. Voilà pour Alexandre Charlot. À côté d'Alexandre, il y a Franck Ribière, qui a d'abord été distributeur. Il a distribué 80 films en 8 ans, puis producteur, notamment du film À l'intérieur avec Béatrice Dalle ou de Baladatrice d'Alex de la Iglesia. Et enfin, réalisateur de La femme la plus assassinée du monde, un film produit
par Netflix. À côté, il y a Laurent Cotillon qui a été le directeur adjoint des rédactions de l'Écran Fantastique, de DVD Live et Ciné Live. Aujourd'hui, il dirige le film français, Cannes Market News, le magazine Première et Cosette, tous réunis dans le pôle média de la holding Hildegarde. Il devait y avoir Audrey Fouché, qui est scénariste, qui est une des scénaristes de Borgia, la série dirigée par Tom Fontana pour Canal, et qui est aujourd'hui la showrunneuse de la nouvelle série française de Netflix, Osmosis, une série d'anticipation qui va arriver sur Netflix le 29 mars. Malheureusement, au dernier moment, elle a dû se dédire à cause d'une angine blanche. Donc, Pierre Credel est ici. Il est responsable de l'espace culturel Leclerc de Vernon en Normandie. Il est présent sur plusieurs réseaux sociaux comme Twitter, Facebook ou Sens Critique, où il publie ses recommandations en matière de films ou de séries. Alors, pour commencer cette discussion, je propose de discuter d'abord de ce système du cinéma français tel qu'il existe maintenant depuis une quarantaine d'années. Il est toujours le même, en dépit des changements que j'ai évoqués il y a un instant. Mais c'est le système du cinéma français qui produit jusqu'à 200 films de cinéma par an. Alors, ce qui caractérise ce système, on va laisser Claude Lelouch nous l'expliquer, puisqu'on est ici dans le Club 13, qui a été créé par Claude Lelouch en 1968. On va regarder Claude Lelouch qui explique que le cinéma est financé par la télévision en France et que ça change pas mal de choses. On écoute Claude Lelouch. La télévision, aujourd'hui, a pris le pouvoir dans le cinéma. Aujourd'hui, ce sont les chaînes de télévision qui, quelque part, produisent aujourd'hui les films de cinéma. Un film de cinéma, un vrai film de cinéma, c'est un film qui doit prendre des risques. Je veux dire, le cinéma, à la différence de la télévision, se doit de prendre des risques. Si on regarde aujourd'hui l'état du cinéma, il y a moins de navets qu'avant. Il y a moins de mauvais films qu'avant, mais il y a moins de grands films qu'avant. Parce qu'un grand film naît toujours d'une prise de risque totale. Il y a un cahier des charges terrible aujourd'hui quand on fait un film de cinéma, parce qu'on sait qu'à un moment donné, on va devenir un film de télévision. Et comme la télévision donne l'argent, donc aujourd'hui, le cinéma traverse une très très grande crise, et surtout le cinéma d'auteur. C'est le cinéma d'auteur aujourd'hui qui est en crise, c'est-à-dire le cinéma qui est dans la tête d'un homme, et qui a du mal à mettre ce film sur du papier et qui ne peut aujourd'hui s'exprimer avec son point de vue qu'avec des images. Aujourd'hui, vous arrivez chez TF1 en leur disant j'ai une comédie avec un gros casting, l'affaire elle est faite. Comédie, gros casting, comédie, gros casting. Bon, il n'y a que ça qui les intéresse. Or, le cinéma, lui, il se nourrit d'autre chose. C'est une aventure. Le cinéma, il doit à chaque fois se réinventer. La question qu'on se pose tous, les amoureux du cinéma, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est où est le cinéma d'auteur? Où sont aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, des gens comme Fellini, Bergman, Antonioni auraient beaucoup de mal à faire des films. Beaucoup de mal. Je ne pense pas qu'ils auraient aujourd'hui... donc les époques ont changé, les temps ont changé. Et moi, vous savez, aujourd'hui, quand je vois 2 bons films dans l'année, je suis vachement content. Je dis que c'est une très très bonne année. Voilà, c'était Claude Lelouch. C'était l'époque, ça. Là, quand il parle, il n'y a pas longtemps. C'est pas si vieux que ça que le cinéma. Enfin, si, que le cinéma dépend de la télévision, ça commence à dater un peu maintenant en France. Mais Alexandre, quelle réaction le fait qu'aujourd'hui, c'est la télévision qui a le pouvoir. Et quand on nous dit, alors quand les gens se présentent en disant je suis producteur de cinéma, producteur indépendant, c'est une rigolade en général. C'est-à-dire un producteur indépendant, c'est un type qui voit un scénario et qui va le proposer à une chaîne de télé. Si la chaîne de télé lui dit oui, il revient et il achète le scénario. Et après, il va voir la chaîne de télé pour savoir qui il doit engager comme acteur. C'est ça le cinéma français? Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est devenu ça. C'est évident que les chaînes poussent de plus en plus. Alors, sans le dire, évidemment. Ce qu'ils veulent, c'est des films qui passent bien. D'ailleurs, moi, quand on a fait RTT, par exemple, le grand truc, quand c'est passé à la télé, c'est les producteurs appellent pour dire c'est génial, ça a fait 7 millions sur TF1. Et là, bon, c'était pas le chef-d'œuvre du siècle non plus, mais voilà, tout est dit. Ils savent pourquoi? C'est parce qu'après, ils vont pouvoir retourner chez TF1 pour demander de l'argent pour le prochain. Il y a ça, et puis ça va être diffusé, ça va être... Voilà. Il y a quand même encore un petit truc, c'est que le producteur... Il y a une relation entre le réalisateur et le producteur quand même, d'homme à homme quasiment, quoi. Alors c'est vrai qu'ils s'agenouillent de plus en plus devant les télés.
Mais un producteur de cinéma a quand même aucun rapport, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, avec un producteur... on est entre nous. Avec un producteur on télé. peut tout dire. Où là, c'est carrément, pour moi, c'est des prestataires de services, quoi. Et donc, le producteur de cinéma n'est pas encore devenu totalement un prestataire de services, même si, effectivement, les producteurs à l'ancienne, je pense que, malheureusement, je ne sais même pas si moi, j'en ai connu, en fait. Normalement, non. Normalement, non. Les types, c'est les producteurs à l'ancienne, ceux qu'on imaginait qui risquaient leur chemise sur un film. Il y a une grande nostalgie de ces gens-là chez les vieux réalisateurs, mais normalement, vous n'avez pas connu Franck Ribière. Non, mais ce que dit, sous tout le respect que je dois évidemment à Claude Lelouch, ouais, mais je crois que le problème, c'est pas que ça. Je pense qu'on a voulu faire que ça soit ça le problème. Le vrai problème, c'est que les spectateurs ont changé. On va en parler aussi. Non, ne vous inquiétez pas. D'abord, la télé, les producteurs, voilà, l'auteur et les spectateurs après. C'est pas les auteurs qui ont changé, c'est pas les producteurs qui ont changé. Les producteurs n'ont pas changé. Non, c'est effectivement la télé nous a imposé d'être rigoureux. Parce qu'on n'était pas forcément dans ce métier-là avant. On était donc devenu rigoureux et on est rentré dans un moule, qui est le moule des 5 et 7 millions de spectateurs le dimanche soir. Voilà. Après, derrière ça, il y a des films qui sont produits par des télés qui ne font pas d'entrée, qui ne font pas de spectateurs. Ça existe encore. Mais ça existe encore, les 5 ou 10 millions de spectateurs le dimanche soir? Parce que maintenant, avec toutes les chaînes, on ne trouve plus 10 millions à part de voir la finale de foot. Je dis, non, ça n'existe plus parce que les spectateurs ont changé. Voilà. Bon, on arrive aux spectateurs. Laurent Cotillon? Alors, je vais peut-être nuancer un peu le propos. Parce qu'effectivement, les chaînes de télévision sont aujourd'hui le grand financeur du cinéma, mais toutes les chaînes de télévision n'ont pas les mêmes attentes. C'est-à-dire que Arte, vous connaissez bien, n'a pas les mêmes attentes éditoriales que TF1. Donc effectivement, TF1 va vouloir financer RTT, mais il y a beaucoup de films qui sont en France qui ne sont pas des comédies. On fait 300 films à peu près français chaque année. 200. 200, c'était il y a 20 ans. Et pourquoi il n'y a que 200 dans la caisse des Césars? Parce que tout le monde n'a pas voulu donner le DVD. On n'a pas payé pour le DVD. Non, c'est 300. C'est 300 oui, films c'est 5 000 français. €. Alors, si on rentre dans le détail, il y a des films français majoritaires et minoritaires, mais en gros, c'est 300 films français agréés par le CNC l'année dernière. Donc sur les 300, il y a peut-être 60 comédies, mais derrière, il y a beaucoup de films qui ne sont pas du tout des comédies faites pour TF1, qui sont des premiers films, il y en a 70 à 80, des deuxièmes films, il y en a 60, et qui sont majoritairement des drames ou des documentaires. Et que personne ne voit. Que moins de monde voit effectivement que des grandes comédies qui ont été citées. Mais c'est là que probablement les choses bougent, c'est qu'on risque d'avoir un cinéma à deux vitesses, qui est déjà le cas un peu aux États-Unis, mais qui aujourd'hui en France se fait. Donc on a d'un côté les films commerciaux porteurs qui, eux, ont besoin d'un financement des chaînes de télévision massives, donc type TF1, type France Télévisions éventuellement, et Canal+, même si Canal+ finance beaucoup de films. Et puis après, les films qui vont se faire sans les télévisions, et pour eux, ça va être beaucoup plus dur. Mais en même temps, on remarque que au fil des années, les télévisions donnent de moins en moins d'argent et au fil des années, on produit de plus en plus de films français. Donc ça s'appelle la résilience. Pierre, un avis sur les questions? Je retiens en tant que cinéphile, cinéphage, et les propos de Lelouch, c'est s'il voit 2 bons films par an, il est content. Il est content. Ben, moi aussi. Parce que dans le cinéma français, aujourd'hui, je ne parle pas du cinéma mondial, américain ou mondial, mais dans le cinéma français, si effectivement je vois 2 bons films par an, c'est extraordinaire. Alors que l'offre est énorme et qu'on va parler de l'offre tout à l'heure, mais elle est, quel que soit multicanal, bon voilà, alors c'est peut-être un peu un constat difficile. Non, mais moi j'ai arrêté de parce que j'avais droit au coffret, en fait, j'ai arrêté cette année. Le coffret de César, des Césars, ouais. Ouais, c'est terrible. En fait, alors quand on le reçoit, on est super content, c'est un peu Noël, avant Noël. Mais pour dire, pour tous ceux qui ne reçoivent pas le coffret des Césars, et que chacun a payé 5 000 €, je crois, pour... Non, pour avoir son film dans le coffret. Avoir son film dans le coffret. Sinon, on paye 80 € et on a tout le coffret. Voilà, c'est ça. Et donc, et seulement les membres de l'Académie, il y a tous les films. Voilà. Donc j'étais membre parce qu'on avait été nommé avec les ch'tis, machin, bon bref. Et en fait, à chaque fois, c'est toujours la même chose. On est super content. Ah, c'est Noël, on ouvre. Ah, qu'est-ce qu'on peut regarder? On commence à regarder, puis après, on a envie de se pendre. Et puis, c'est très volumineux, quoi. Donc, j'ai arrêté, en fait. Tiens pas les meubles. Et ça, non, pas du tout, non. Non, mais par exemple, non, mais alors là, je voudrais juste ajouter la comédie. Il y a un truc qui est terrible, c'est que quand on veut faire, il y a comédie et comédie. Par exemple, notre dernière comédie, c'est une comédie sur le chômage. C'est les têtes de l'emploi. Les têtes de l'emploi. Eh ben, ça a été une galère à financer. On l'a tourné sans distributeur. Et je me souviens
d'être allé, de défendre le projet à France Télévisions devant une charmante dame, dont je ne citerai pas le nom, c'était France Télévisions, c'était pas TF1, hein, qui nous a dit votre film est sinistre. Et puis les gens n'ont pas envie de voir une comédie sur le chômage. Ils ont envie de se distraire, de se détendre, et voilà. Et donc c'est une comédie à 4 millions d'euros. Donc c'est pas du tout Boulet Bill à je sais plus combien, 15 ou je sais plus. Donc c'est pas une grosse comédie. Et puis c'est une comédie acide, voilà. Et en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a même pas la place pour ça. Donc c'est là où ça devient problématique. Parce que moi, personnellement, avec mon collègue, nous, on préfère faire des comédies à 4 millions qui sont plus exigeantes. C'est un peu comme les Guignols. Quand on était aux Guignols, le maximum, c'était 3,5 millions de spectateurs. Alors que le Bébé Show, quand il s'est arrêté, ils étaient encore à 8 ou 10 millions. Donc voilà. Mais c'est dur de financer des comédies comme ça. Moi, en fait, peu importe le genre, à la limite, parce que j'ai l'impression qu'on se focalise sur le fait que quand on dit comédie casting, vedette, comme disait Lelouch, c'est bon, c'est bankable, on y va. Mais je trouve que peu importe le genre, à un moment donné, il y a 2 ou 3 films qui peuvent, à un moment donné, dans l'année, vous prendre, vous agripper de bout en bout, vous conservez et que vous avez envie de revoir. Et c'est ça qui est un peu navrant, quoi. Enfin, que je trouve navrant en tant que spectateur. Voilà. Alors, il y a un autre mot qu'a prononcé Claude Lelouch, c'est le mot auteur. Alors, c'est un mot qui a beaucoup de sens en France, un peu moins dans les autres pays. En France, tout le monde veut être auteur. Hein, et alors, le plus important, on pourrait dire, vu le système tel qu'on l'a décrit, alors on n'a pas décrit tous les systèmes de guichets, parce qu'il n'y a pas que les télés. Hein, il y a l'avance sur recette, il y a les guichets devant lesquels vous passez. Peut-être que Alexandre veut en dire un mot. Vous êtes passé à l'avance sur recette il n'y a pas longtemps. Non, j'ai été, pour la première fois de ma vie, on m'a proposé de faire partie d'un comité de lecture de l'avance sur recette. Je me suis dit, waouh, je me notabilise, donc j'ai accepté et tout. Et donc j'ai lu 15 scénarios, voilà, et j'ai dit ça c'est bien, ça me plaît, ça, voilà. Donc non, en fait je connais pas du tout. Hein. Bon, d'accord. Et donc passons sur les guichets. Parlons de l'auteur, puisque en France on a le culte des auteurs. Alors il y a eu une loi dans les années 50 qui a fait que tout à coup, tous les réalisateurs ont voulu devenir auteurs, tout simplement parce que le scénariste, à ce moment-là, prenait sa part et que donc les réalisateurs ont voulu devenir auteurs pour prendre la part du scénariste. Depuis, c'est resté. Tous les scénaristes veulent devenir réalisateurs, c'est votre cas. Tous les réalisateurs veulent être scénaristes, ce qui fait qu'on ne sait plus très bien si le cinéma français est fait par des réalisateurs qui se prennent pour des scénaristes ou des scénaristes qui se prennent pour des réalisateurs. Toujours est-il qu'aujourd'hui, tout le monde veut être réalisateur et auteur, mais pas seulement les auteurs, pas seulement les scénaristes et les réalisateurs, aussi les dessinateurs de bande dessinée, les acteurs. Maintenant, tous les acteurs sont réalisateurs. Ils se sont dit, pourquoi pas nous, hein, il n'y a pas de raison. Et en général, ils ne sont pas plus mauvais que les réalisateurs, d'ailleurs. Enfin, on ne voit pas une grande différence. Donc ça, c'est une particularité française, Franck. Oui, c'est la particularité de... On est un système qui vit sur l'exception culturelle. Or, pour beaucoup, la seule exception culturelle en France, c'est de se croire exceptionnel. Parce qu'on a un système qui fonctionne. On a 50 ans de nouvelle vague sur la tête. C'est beaucoup. C'est-à-dire qu'on a cassé un système du cinéma au profit d'un nouveau système plus libre. Mais ce système plus libre a créé aujourd'hui une rigidité mentale, morale au niveau des auteurs qui fait que, aggravé par le système du CNC, qui est une sorte de sac de billes où les billes ne sont pas renouvelées. Donc c'est le système de la commission sélective où on choisit les films des copains pour pouvoir leur donner de l'argent pour pouvoir continuer à faire les films des copains. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, les auteurs sont au bout de ce qu'ils peuvent faire parce qu'ils font invariablement la même chose. Et dès qu'on essaye de sortir du cadre habituel, les auteurs français ont cette problématique. On leur dit « aïe, 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 mais ça ne va pas marcher en France, c'est un film de genre, c'est une comédie, vous devriez le faire en anglais ». Donc hop, on se casse en Angleterre ou aux États-Unis. Ou alors, si on le veut faire en France, il faut rentrer dans un système qui ne marche pas pour tous les films. Laurent Cotillon. Oui, il y a un autre problème lié aux auteurs, c'est que les producteurs ne veulent pas dépenser trop sur le scénario. Ouais. Aux États-Unis, on tourne V10. Aux États-Unis, on tourne un scénario à l'étape de la V10. En France, en V3, on envoie en commission, ça passe, on se dit ça ira bien. Ouais. Et voilà. Et aujourd'hui, ce qui pose des problèmes de qualité d'ailleurs. On peut écrire 10 versions de scénario, hein, mais qui seront pas payées. Non, mais voilà.
Parce que ça, c'est vrai. Le coût des producteurs, après, c'est les vrai. auteurs ne veulent pas partager. C'est-à-dire que aussi, il faut savoir, et j'ai vu parce que j'étais producteur avant d'être auteur, c'est très difficile pour un auteur qui vient avec un projet, qui défend depuis quelque temps, de lui dire, tu sais quoi, c'est vachement bien, mais on va faire. Donc lui, il va venir, il va faire ça, l'autre machin, et puis à la fin, vous êtes 6 autour de la table, les auteurs, ils ont envie de se pendre. On va voir que c'est un des problèmes face à la série américaine, voilà. justement. Voilà. Ouais. Et là, on va Est-ce que passer. ce qu'on dit là du cinéma français, est-ce que c'est vraiment à propos du cinéma français ou est-ce que c'est vrai en Italie, en Allemagne aussi? Bah, ils sont morts là-bas. En France, en fait, on a quasiment des problèmes de riches. C'est-à-dire qu'on a les moyens de financer 300 films, on a les moyens de faire vivre toute une industrie, que l'Italie, parce qu'elle n'a pas su mettre en place le même système en après-guerre que ce qu'on a mis en France en place, l'Italie est morte au niveau du cinéma, l'Espagne est à peine en train de se redresser. Je sais que tu produis des films espagnols, mais c'est vraiment difficile là-bas. L'Angleterre, elle survit comme elle peut, et les autres territoires européens, c'est un peu la même chose. Donc nous, c'est vrai que on a su mettre en place tout un système dès la sortie de la guerre pour créer une cinématographie française. Et qui s'est renforcée à la fin. Qui s'est renforcée avec l'arrivée de la télé aujourd'hui et tout ça. Mais ce qui fait que on a beaucoup d'argent et forcément ça attise les convoitises. Et beaucoup de gens veulent en croquer, veulent en être. Et à un moment, on se retrouve avec des effets de bord, comme en informatique. C'est-à-dire que ça crée des petits effets contradictoires. Il y a un système qui produit le cinéma tel qu'on le connaît depuis 30-40 ans. Maintenant, c'est ce système-là, Alexandre. Non, ce qui est assez marrant avec ce que dit Claude Lelouch, c'est qu'il parle d'auteur et il cite aucun Français. Donc, en fait, il parle de Fellini, d'Antonioni, tout ça. Et en fait, un auteur, pour moi, on ne se proclame pas auteur. On est auteur parce que ce qu'on a fait... il s'avère que c'est du cinéma d'auteur. Et le truc qui est quand même très très drôle, enfin drôle, oui, c'est que par exemple, quelqu'un comme Eastwood, tout le monde dit c'est un auteur. Eastwood n'écrit pas ses scénarios. Donc en fait, on peut être un auteur sans écrire ses scénarios. C'est-à-dire qu'être auteur, c'est avoir un regard. Et sauf que ce qui s'est passé en France, où le réalisateur a 40% des droits en tant qu'auteur, et veut écrire et veut co-signer parce que comme ça lui fait aussi plus de droits, c'est qu'il se proclame auteur. Mais le truc, c'est est-ce qu'il y a du cinéma dans ce qu'il fait? Est-ce que son cinéma a un regard? C'est autre chose. Donc moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, en fait, auteur. Enfin, je sais ce que ça veut dire. Dans ce qu'entend Claude Lelouch, il parle des grands cinéastes. Et effectivement, dans les grands cinéastes qu'il a cités, il y en a qui n'écrivaient pas leur scénario. Enfin, John Ford, qui est l'un des plus grands cinéastes de tous les temps, n'a jamais écrit un scénario. Kurosawa n'a jamais écrit ses scénarios. Mais en France, c'est vrai que ça date de la Nouvelle Vague. Le réalisateur veut être auteur. On se souvient que Marcel Carné avait des auteurs, Jean Renoir avait des scénaristes. Tous les plus grands réalisateurs avaient des scénaristes. La fameuse politique des auteurs que la Nouvelle Vague a mise en avant. C'est-à-dire que l'auteur n'est pas un scénariste. Il disait John Ford n'a pas écrit ses scénarios. Mankiewicz, Hitchcock, dont Truffaut dit c'est un auteur, mais c'est un auteur parce que c'est un cinéaste-auteur. Il n'écrit pas avec un stylo, il écrit avec sa caméra. Et aujourd'hui, peut-être qu'il y a quelque chose il y a un flou là-dedans. En même temps, il était malin, Truffaut, parce qu'il écrivait jamais tout seul. Hein. Il a pris des vieux auteurs. Bien sûr, de l'époque du cinéma de papa qu'il avait dénoncé alors. Évidemment. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que si Claude Lelouch a raison, et Pierre a l'air de le penser, s'il y a si peu de bons films par an, notamment dans le cinéma français, tout le monde a l'air de dire effectivement qu'il n'y a plus de grands cinéastes. Alors on verra qu'il y a aussi une raison qui est liée aux spectateurs, on va en parler dans un instant, mais c'est vrai que par rapport à des époques dont tout le monde a la nostalgie aujourd'hui, les années 60-70 notamment, dans le cinéma français, tous les jeunes du cinéma français ont la nostalgie des années 70. Avant, c'était la Nouvelle Vague. Maintenant, c'est de plus en plus les années 70, où il y avait encore, c'est vrai, des cinéastes en France, Laurent. Toujours mieux avant. En fait. Hein, bon, c'est toujours mieux avant. Toujours mieux avant. Oui. Donc, en fait, on est toujours dans une optique de se dire... mais en fait, on se retourne toujours vers les auteurs ou les films, les cinéastes de notre jeunesse. Parce qu'on a oublié les navets. Oui, mais en fait, c'est ça le bon truc. C'est que le temps est crème. Ouais. Et on oublie les mauvais films à un moment, y compris de ceux qu'on aime aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à la Cinémathèque, vous pouvez avoir un hommage avec le réalisateur des Gremlins, dont là, le nom m'échappe à l'instant T. Joe Dante. Il y a un hommage, toute la salle est debout, mais 20 ans avant, il se faisait conspuer. Oui. Donc à un moment, la cinéphilie et la notion d'auteur, elle évolue vraiment avec le temps.
Alors parlons des spectateurs, puisque Franck a envie qu'on parle des spectateurs. Alors c'est vrai qu'en 2017, on s'est félicité que les salles de cinéma en France avaient attiré 209 millions de spectateurs, autant qu'en 1968. Et on s'est dit, c'est génial, tout repart. Sauf qu'en 1968, parmi les films les plus vus, à côté des films de Bourvil et de Funès, il y avait Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone, il y avait Le Bal des vampires de Polanski, 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, Bonnie and Clyde d'Arthur Penn, Le lauréat de Mike Nichols, et côté français, il y avait Benjamin ou Les Mémoires d'un puceau de Michel Deville, ou Le Pacha de Georges Lautner. Ça, c'était les films qui avaient été le plus vus dans l'année. Il y avait aussi Le Livre de la jungle, parce qu'il y a toujours un dessin animé, etc. En 2017, donc autant de millions de spectateurs, mais ils sont allés voir quoi? C'est assez intéressant en salle. Eh bien, ils sont allés voir Star Wars numéro 8, Fast and Furious numéro 8, Pirates des Caraïbes numéro 5, Thor numéro 3, Cars numéro 3, Jumanji numéro 2, Les Gardiens de la Galaxie numéro 2, 50 nuances plus sombres, donc le numéro 3 de la série, Spider-Man numéro 16. Et côté français, ils ont été voir Red Dingue de votre ami Danny Boone, et 2 films avec Philippe Lachaud, ex-animateur de Fun TV, qui est sûrement un type formidable. Enfin, c'est pas Bourvil et de Funès, si vous voulez. Et voilà, c'est ça le cinéma aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on dit, il y a beaucoup de monde dans les salles, et c'est vrai, mais enfin, ils vont voir des films, mais est-ce qu'ils vont voir du cinéma ? Oui, parce que ça reste du cinéma. Il faut pas faire ce que... Moi, je dirais, chaque film est du cinéma. C'est pas l'endroit où on le voit qui détermine si le film est un film de cinéma ou pas. Je suis d'accord avec toi, mais c'est la qualité. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on a un peu loupé depuis quelques années, c'est qu'on a, il y a 10 ans, on s'inquiétait de la piraterie, à juste titre d'ailleurs, mais on ne se posait pas la question vraiment. Si les gens veulent voir des films chez eux, c'est qu'il y a bien quand même déjà une prédisposition à ne plus venir dans la salle. Et cette prédisposition, on l'a vu arriver, parce que les gens aujourd'hui parlent de Netflix, mais Netflix, ça existe depuis 20 ans, Netflix. Avant, ils envoyaient des cassettes vidéo par la poste. Des cassettes par la poste. Ils avaient déjà compris que on ne verrait pas que les films en salle de cinéma comme avant, et qu'il fallait créer un marché en dehors de la salle de cinéma. Le DVD l'avait compris. La VHS l'avait compris. Le DVD l'avait compris. Netflix, ce n'est que la continuité de ça. Donc, une fois que vous pouvez vous passer du support, c'est toujours ça de dépenser en moins. Et on ira vers quelque chose de plus direct où on peut regarder en famille. Ça, ces spectateurs-là, ils existaient. Et on parle des 200 millions de spectateurs, mais les principaux chiffres du cinéma français aujourd'hui, c'est le vieillissement de la population du cinéma. Pas quand on voit ça, Fast and Furious 8, franchement. Parce que tout le monde va voir les mêmes films. Ou alors, le cinéma, les autres millions d'entrées vont être faits par des gens plus âgés. Donc, il se passe un vrai problème de passage de bâton témoin entre on va tous au cinéma voir les mêmes films. Ah non, les jeunes vont voir certains types de films, les autres d'autres. Et il y a une vraie demande de le regarder. Aujourd'hui, le film doit être vu quand on veut, où on veut, avec qui on veut. Point. Alexandre Charlot. Mais ces chiffres sont marrants parce qu'en fait, on peut mettre quasiment en parallèle la volonté de financer les films, par exemple, de Canal. Moi, quand je suis arrivé à Canal, quand j'ai connu Canal, même historiquement, en fait, l'idée, c'était que Canal puisse exister en finançant le cinéma et en saupoudrant, en fait, en donnant un peu à tous les films. Et puis, moi, je me souviens, quand Messier est arrivé, déjà, il a voulu renégocier, c'est-à-dire donner moins à tout le monde, donner plus à des trucs plus gros qui sont promis à des plus gros succès. Et puis là, ça a pris des proportions encore plus grandes. Et ce qui fait que, dans les films français, on arrête Dingue qui, quand même, je sais plus... Danny Boone, c'est un champion pour ça, parce qu'il fait des films qui pourraient être faits pour 4 ou 5 et ils valent 25 ou 30. Et donc ça se finance. De l'autre côté, on a, pardonnez-moi l'expression, mais j'appelle ça souvent des films de crevards, c'est-à-dire de 500 à... je sais pas, à 2 millions, ouais. Ça se fait. Oui, 500 000 euros. Ça se fait. Et le problème, c'est même plus les films du milieu. C'est même à 3,5-4, ça devient difficile.
Mais en fait, comme les chiffres disent ça et qui sont trompeurs aussi, en fait, ceux qui financent le cinéma, ils continuent là-dedans. Ils veulent financer des énormes trucs. Alors parfois, ça fait un accident industriel, genre All Inclusive par exemple, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est toujours mieux que de financer un petit peu plein de films. Mais c'est vrai que dans les années 70, alors c'est pas pareil, hein, il y avait que le cinéma. Mais moi, je suis sidéré de voir qu'un film pas évident aujourd'hui avait attiré plein de monde. Non, mais par exemple, dans les films, je sais plus ce qu'il y avait, mais c'était... là, je vous ai cité dans les films les plus vus, Le Bal des Vampires, Le Bon, la Beauté et le Truand, 2001, l'Odyssée, Bonnie and Clyde, Le Lauréat. C'est que des films qui sont restés dans l'histoire du cinéma. Ouais, qui sont restés et qui sont pas, je sais pas, moi... On peut revoir aujourd'hui, les gens de 20 ans les regardent, et c'est des films qui étaient parmi les plus vus de l'année. Mais en même temps, on n'avait pas le choix, les gars. Vous êtes trop jeunes. Avec plein de navets. Mais non, vous avez oublié, vous étiez pas nés. mais on n'avait pas le choix en province. À Paris, vous aviez tout, mais en province, on allait au cinéma parce qu'à la télé, il n'y avait pas de film. Vous avez oublié ça? Oui, bien sûr. Et donc le dimanche soir. Et donc, donc on allait voir les films. Alors, donc, la question était, est-ce que les distributeurs avaient du poids positif ou du poids négatif? C'est une question que j'entends dans ma vie sociale tous les jours. Mais si on est allé voir des bons films dans les années 60, c'est d'abord parce qu'il passait pas, c'est pas à la télé qui faisait la promotion du film, effectivement, mais on avait des distributeurs et il y avait des auteurs, et ces auteurs trouvaient des distributeurs. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a des auteurs qui ne trouvent pas des distributeurs? Et donc, mais vous voyez, la question du cinéma, il faut dire aussi de quoi on parle. C'est-à-dire, c'est pour ça que je vous posais la question du cinéma français par rapport au cinéma allemand et autres. La question, c'est quels sont les obstacles? S'il y a des auteurs, s'il y a des gens de talent, je n'en doute pas, quels sont les obstacles à la réalisation? Dans les années 68, le coup de peau, c'est que la télé, elle était embryonnaire. Moi, je suis né avec l'ORTF, il n'y avait pas de film. Donc, on allait au cinéma. Et on allait au cinéma, gosse, argent ou pas argent, on allait voir Bambi, on allait voir puis John Wayne et tout ça. Aujourd'hui, quand je montre ça à mes enfants, ça ne les intéresse pas. Ils trouvent ça vieux. Moi, je pensais que vieux, ça voulait dire siècle d'avant. Non, pour eux, un film qui a 20 ans, c'est vieux. Et donc, quand vous avez la possibilité d'avoir tout chez vous, c'est statistiquement normal qu'il n'y ait que ça dans ton schéma, parce que ça ne dit pas ce qu'on voit ni en podcast ni à la télé. Effectivement, le fait que les gens vont voir Fast and Furious 8 ou ils vont voir en fait des films qui sont un peu comme un grand parc d'attractions. On va au cinéma sur un grand écran pour avoir des sensations. Du loisir. C'est-à-dire ce qu'on peut pas avoir chez soi, parce que même à part quand on a un home cinéma très sophistiqué, on n'a pas ces sensations. Non, Laurent? Non, on va au cinéma pour une expérience collective. Oui. C'est la vraie différence. C'est-à-dire que déjà, pour emballer une petite copine quand on a 15 ans, il n'y a pas mieux. Parce que c'est moins facile chez ses parents quand tout le monde regarde Netflix. Donc les endroits dans la pénombre, mais c'est hyper important en fait dans la vie sociale des jeunes. C'est un point très important. Et surtout, l'expérience collective de partager une émotion avec une salle de 50, 100, 200 personnes, elle est inimitable. Donc il faut des grosses émotions. Mais regardez, donc Fast and Furious. Vous parliez de l'accès, qui aujourd'hui on a des films partout. Mais si on prend le plus bas de la fréquentation, c'est-à-dire du nombre d'entrées en France depuis l'histoire du cinéma, depuis qu'on recense des chiffres, c'est 93. En 93, on a 116 millions d'entrées. En 93, il y a 7 ou 8 chaînes gratuites. Il y a les débuts du DVD, la fin de la VHS. Il y a Canal+, il y a quelques chaînes sur le satellite, enfin en câble satellite, et c'est tout. On prend aujourd'hui, donc 25 ans plus tard, il y a 35 chaînes gratuites. Vous avez Canal+, vous avez Netflix, vous avez Prime, si vous êtes abonné. Vous avez des vidéos de tous les côtés sur YouTube, sur votre téléphone, sur votre tablette. Et on fait 90 millions d'entrées en plus. Donc en fait, le point, c'est que juste... Vous savez ce qui s'est passé en 93 et ce qui a complètement inversé, c'est qu'il y a un garçon qui s'appelle Michel Seydoux, pas Michel, pardon, son frère Jérôme Seydoux, qui a décidé de réinvestir dans les salles de cinéma et qui a refait des salles de cinéma. Et bien, il a donné envie aux gens d'aller au cinéma. Bon, après, il y a un problème qui reste quand même mathématique et on n'a pas trouvé la solution. Il y a 700 films qui sortent en salle par an. Il n'y a que 52 semaines dans l'année. Hein. Donc, à moins de trouver des années à 90 ou 100 semaines, on arrivera toujours à faire qu'il y a 15 films par semaine. Or, 15 films par semaine, quand on sait que la moyenne du parc en France, c'est entre 3 et 5 salles, on se rend bien compte que tu as 10 films par semaine qui vont sauter.
comme 350 sur 700 films ont eu l'agrément français, tu sais que déjà 350 films produits en France il y a déjà la moitié qui va sauter. C'est-à-dire qu'il n'aura pas l'exposition salle qu'on est tous en train de vous dire extraordinaire, l'expérience collective. Mais l'expérience collective, elle ne va pas se baser sur eux. Elle ne va pas aller sur eux, elle va aller sur les autres, sur nos amis, ou sur certains films, mais pas sur tous. Donc aujourd'hui, le vrai problème, on se dit Netflix, mais le Netflix n'est que la conséquence d'une accumulation de problèmes avant, auquel il propose une solution, pas la solution, hein, une solution. Alors, oui. Ce que je trouve, c'est qu'on ne peut pas juger qualitativement la statistique qu'on oppose d'aujourd'hui à hier, alors que le contexte a changé. Justement. Hein, c'est ça qui est... Mais est-ce que ça n'est pas le résultat du contexte, justement? Mais non, mais le qualitatif, il faut voir qu'il On va le chercher peut-être ailleurs. Mais oui, mais même d'abord dans les ventes de DVD, encore. J'ai un Sébastien quelque part dans la salle qui me rappelait quand même que le DVD, c'est quand même quelque chose qui marche encore. Et puis qu'on emporte avec soi, parce que l'équipement en 4G en France ne permet pas partout... il y a des trous partout, hein, donc le DVD, ça marche encore. Et c'est aussi parce que c'est le seul endroit où on peut encore voir de très bons films. Toute l'histoire du cinéma est en DVD. Je ne sais pas combien a fait en nombre Green Book, combien il a fait en visite de salle, mais c'est le genre de DVD qu'à Noël prochain, on va trouver en coffret, avec une deuxième vie peut-être encore plus importante. Mais c'est à l'instar d'un bouquin. Hein, et quelquefois, en livre de poche, il fait 10 fois son taux de sortie. Mais c'est vrai que la deuxième vie, cette notion de deuxième vie est fondamentale. Qu'est-ce qu'on essaie de faire, nous passionnés avec nos clients, c'est de leur dire, attendez, ce film, il a une deuxième vie. Alors certes, en salle, il n'a peut-être pas forcément marché, ou il est directement sorti en vidéo. Un film de genre peut très bien n'ayant pas bénéficié d'exploitation salle, n'être jamais sorti en salle. Donc l'idée même, c'est de se dire, ce film a une deuxième vie. Il existe, c'est une œuvre, elle existe, et à nous de la désigner, de la montrer, et de ne pas forcément montrer ce qui se vend tout seul, comme les grands 8 dont on parlait tout à l'heure, qui sont des émotions collectives peut-être, ou individuelles, mais qui restent des grands 8 spectaculaires, et qui ne sont pas des œuvres ni de Fellini, ni de Bergman, ni de que sais-je, enfin des auteurs actuels, parce qu'il y a, heureusement, des auteurs actuellement. C'est vrai que le DVD reste le refuge des cinéphiles, parce qu'on a toute l'histoire du cinéma qui est là, et c'est le seul endroit où on peut la voir. On ne la voit plus à la télé. Comme le livre. Personne imagine aujourd'hui la disparition du livre. Il n'y a aucune raison de faire disparaître. Alors après, la forme du DVD peut prendre des formes diverses. Blu-ray, triple Blu-ray, 8K, 27K, 34K. Mais le support comme cadeau et comme objet, parce que c'est là aussi le livre... comme le film participe à la création d'un objet. Et les gens sont sensibles à l'objet, très sensibles. Et quand vous regardez le budget du consommateur cinéma moyen, mettons 100 € dans le mois, bon, mettons qu'il n'ait pas la carte UGC, mettons. Mais il a 100 € dans le mois, Netflix va lui coûter 8 €. Et les 90 €, il va les dépenser en salle de cinéma, en DVD, dans d'autres choses qui n'ont rien à voir avec l'abonnement qu'il va prendre à la télé, sans parler de Canal+ ou les autres. Alors justement, je voudrais qu'on regarde maintenant un micro-trottoir qui a été fait à Cannes en 2017, justement sur où est-ce qu'on regarde les films aujourd'hui. C'était France 24 qui avait interrogé des Cannois, des gens dans la rue pendant le festival. C'est l'année 2017, c'est très important parce que c'est l'arrivée de Netflix, et il y a un film Netflix qui est dans la sélection officielle à Cannes, ce qui fait un scandale puisque c'est un film qui ne sortira pas en salle. Et je vous rappelle que dans le règlement à Cannes, les films sélectionnés doivent obligatoirement sortir en salle, parce que sinon il y a tous les téléfilms qui auraient pu être sélectionnés. Alors je ne sais pas pourquoi, ils voulaient être avant-gardistes, et ils se sont dit qu'après tout, là c'était plus des téléfilms, c'était des vrais films produits par Netflix. Toujours est-il que cette année-là, on fait des micro-trottoirs et on demande aux gens où est-ce que vous regardez les films, et voilà ce que ça donne. Aujourd'hui, il y a 1000 façons de voir des films, chez soi, à la télévision ou sur ordinateur, dans l'avion, sur tablette ou sur téléphone portable. Mais qu'en est-il du bon vieux cinéma? Nous avons posé la question à quelques Cannois. Avec mes collègues, on essaye d'aller au cinéma 2-3 fois par mois. Voilà, on regarde les nouveautés. Et sinon, à la maison, ce qui passe à la télé ou à la demande, tout ça. Si je les vois avec mes enfants, je vais au cinéma. Je veux les initier au plaisir du grand écran, à la qualité de l'image,
à la patience que l'on a à voir un film jusqu'au bout. Quand c'est par exemple mes amis qui vont me dire oh, on va au cinéma, alors je vais aller au cinéma. Mais sinon, je peux préférer regarder sur mon canapé, tranquillement, en pyjama, et pouvoir choisir, m'arrêter au milieu, reprendre. Alexandre? En fait, c'est rigolo parce qu'on est tous des vieux, quoi. Là, on est un peu des vieux, voire des vieux cons. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est que l'objet, moi, je veux bien. Enfin, moi, le premier vieux con, en fait. J'aime le DVD, alors je suis content parce qu'il n'y a pas que moi, il y a vous aussi, mais j'aime ça, j'aime mettre la galette dans mon truc, voilà, j'ai un vidéoprojecteur, enfin voilà, j'ai toujours aimé ça, j'aime lire, j'aime avoir un bouquin et tout, mais c'est quand même un truc de vieux con. Tu me parles de 15-25 ans, le public de Netflix, mais 15-25 ans, ils en ont plus rien à faire, tout est dématérialisé. Ils s'en foutent. Toi, tu vas leur parler de regarde l'objet livre. Ils s'en foutent. Déjà, s'ils lisent. Mais, enfin, pardon, mais c'est un. Bon, ça, c'est une réflexion. Quand on va parler des. Parce que le truc, c'est que ce que je pense, je dévie un peu, mais ce que je pense, c'est que les gens qui désertent le cinéma à cause de Netflix, c'est des gens qui allaient au cinéma voir des films de pur divertissement. C'est d'ailleurs les films qu'on trouve sur Netflix. Voilà. Et donc, en fait, ils se déplacent. Pourquoi ils iraient s'embêter, pour parler poliment, à aller dans une salle de cinéma alors qu'ils peuvent voir ça chez eux? Donc, en fait, on n'a plus que la grande expérience collective avec des grandes sensations, mais qui a toujours existé. Hein, je veux dire, au cinéma, ça a toujours, bien sûr. Et puis, on a les cinéphiles. On a les cinéphiles. Et c'est marrant parce que toi qui as distribué Alex de la Iglesia, je me souviens, il y a 20 ans à peu près, j'habitais à Paris, j'allais voir un Alex de la Iglesia, ça faisait 200-300 000 entrées. Aujourd'hui, ça fait quoi? Ça va faire 15 000. Ouais. Donc en fait, le noyau des cinéphiles, il existe. C'est ce que disait Lelouch au début. Il disait que les films de Buñuel qui faisaient 400, 500, 600 000 entrées, aujourd'hui, ça n'existerait plus. Voilà. Mais c'est une espèce de... C'est-à-dire que c'est un mouvement, j'allais dire, quasi naturel. C'est que ces gens-là, les gens qui vont voir juste du divertissement pour se divertir, ils allaient au cinéma parce qu'il n'y avait pas le choix d'aller au cinéma. Alors, il y avait la cassette, il y avait les machins. Mais Netflix aspire... Alors, évidemment, le problème de Netflix, c'est que c'est une puissance exponentielle, quoi. Mais il y a aussi quelque chose, un mot qu'on n'a pas encore vraiment prononcé, c'est qu'aujourd'hui, c'est la série qui attire les gens déçus du cinéma, ceux qui ne trouvent plus dans l'offre du cinéma actuel de grands cinéastes, de grands films, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent des séries. Je disais au début, on attendait le prochain Scorsese. Ben aujourd'hui, si vous attendez le prochain Scorsese, il sera sur Netflix. Le prochain Scorsese, il sortira. Il fera pas une série. Non, c'est un film avec De Niro et Pacino. Il va sur Netflix. Mais Scorsese a déjà fait des séries. Et on sait bien qu'aujourd'hui, dans les dîners, moi, quand j'étais plus jeune, on parlait de films dans les dîners. Aujourd'hui, on parle de séries. Plus personne ne parle de films dans les dîners. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas opposer Netflix au cinéma, il faut opposer Netflix à la télé. Je pense que le vrai problème, ce n'est pas le cinéma qu'il a, c'est la télé. Parce que le fait même d'attendre toutes les semaines l'épisode de ta série que tu pourrais voir sur Netflix en 8 heures, au monde chrono, passer de l'un à l'autre, ça a une valeur folle aux yeux de cette nouvelle génération de gens qui regardent la télé. C'est vrai que les séries arrivent sur Netflix déjà toute la saison et on peut regarder tous les épisodes. À titre personnel, et c'est un problème familial, Netflix a tué deux choses, la télé et le piratage. Chez nous, mes gamins qui pirataient quelquefois n'osent même plus, tellement qu'ils n'ont pas le temps de tout voir ce qu'ils ont sur Netflix. Donc aujourd'hui, ils me disent papa, je peux même pas pirater, j'ai trop de choses à voir. Donc ça, c'est un bon truc. Et la deuxième chose, c'est que la télé ne s'allume plus. On est dans des maisons, il y a cette nouvelle truc, on n'allume plus la télé. Donc la première victime de Netflix, je pense que c'est la télé. La deuxième chose qui est un truc qui est, j'ai vu quelques chiffres assez effarants, c'est le nombre de gens qui sont abonnés Netflix et qui ont la carte UGC quand même. Ce qui veut dire, il la renouvelle pas. Ce qui veut dire qu'on n'est pas encore dans un problème de combat face-face. On peut avoir la carte UGC et avoir l'abonnement Netflix.
Alors, est-ce qu'il faut savoir juste quelques chiffres les plateformes de SVOD, hein, donc les plateformes par abonnement, alors il n'y a pas que Netflix, il y a Amazon Prime, en attendant Disney+, Canal+, séries, Hulu, Stars Play, Warner, Apple, Salto, puisque France TV s'est associé avec M6 et TF1 pour créer Salto. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, chaque jour, 4,6 millions de gens en France regardent des programmes en replay. 4,6 millions qui effectivement ne regardent plus la télé, ce qu'il y a à la télé, mais regardent des programmes en replay. Mais seulement la moitié d'entre eux regardent des films, des téléfilms ou des séries. Donc notamment sur Netflix, mais pas seulement sur Netflix. Il y en a encore la moitié qui regardent des programmes de télé, en fait, en replay. Moi, j'habite en province. Et je suis dans une rue, il y a beaucoup d'étudiants et je suis effaré de voir des gens qui ont 20, 22, 23, 24, qui regardent beaucoup la télé en fait. Alors il la regarde pas de la même façon, je pense, qu'une personne qui a 60 ou 65 ans, mais c'est marrant comme l'écran reste le truc au centre de la pièce, quoi. Restons sur la série, puisque ça semble quand même la grande gagnante. Moi, c'est une question que je pose beaucoup dans mes émissions. Je leur demande qu'est-ce qu'on fait de nouveau, qu'est-ce qui caractérise notre époque. Et les gens, en général, très souvent, disent la grande invention culturelle, esthétique de ce début de 21e siècle, c'est la série. Autrefois, les séries, c'était L'Homme de Fer, c'était Colombo, c'était sympa. On attendait le prochain épisode. Enfin, c'était le parent pauvre du cinéma. Depuis la fin des années 90, avec des séries comme Oz, puis Les Sopranos, tout à coup, on a eu l'impression, à tort ou à raison, hein, esthétiquement, que la série égalait le cinéma. Et aujourd'hui, bon nombre de gens ont l'impression que ça dépasse le cinéma, parce que c'est plus long, c'est mieux écrit. Il ne faut pas oublier que la série, le patron, c'est pas le réalisateur, c'est l'écrivain, c'est l'auteur, c'est le showrunner, comme s'appellent les Américains, en tout cas dans les séries anglo-saxonnes. Il y a beaucoup de rebondissements. Maintenant, on peut les voir toute la saison d'un coup, ce qui n'était pas le cas autrefois. Et on a l'impression, encore une fois, que c'est le refuge de tous ceux qui s'ennuient désormais au cinéma, parce que le cinéma, c'est soit Fast Furious 8, soit des films d'auteurs qui ne sont pas toujours d'auteurs passionnants. Et c'est là où on retourne sur un genre un peu oublié, enfin le film de genre, où effectivement, en forme de série, se développe mieux, se visionne mieux et permet... La science-fiction, le polar... Tu vas faire 8 heures avec des pléchins, c'est sûr que ça va être compliqué sur Netflix, mais tu peux... 6 heures avec Carlos. Hein. Ouais. Non, mais tu vois, c'est pas le propos. Le propos de la série, c'est de divertir sur 8 heures et d'accrocher à chaque fois pour que ça tienne, c'est fou. Mais ça peut être très intelligent aussi, hein, une série. Non, mais Laurent. En fait, je ne pense pas qu'il faille les opposer. C'est-à-dire que c'est des modes de consommation différents, dont on attend des choses différentes à des moments différents. Oui, mais enfin, ils sont en concurrence directe, frontale. Ils sont en concurrence pour des questions de temps, en fait. Oui. Mais on regarde beaucoup plus de séries. Je ressors les entrées en salle. On regarde beaucoup plus de séries aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Et pourtant... il y a beaucoup de gens en salle. Et il y a beaucoup plus de gens en salle. Simplement qu'on a aménagé notre temps et qu'avant, au lieu de regarder des séries, on faisait autre chose. On n'allait pas forcément au cinéma, mais peut-être qu'on regardait Guy Lux. On regardait la télé. On la regarde moins aujourd'hui. En tout cas, cette population-là la regarde moins. En tout cas, elle regarde de la fiction. Elle regardait pas des séries télé. Mais par rapport à il y a 30 ans, on a plus de temps libre. Oui, aussi. Et on oublie ça. L'aménagement de la journée n'est plus la même. Et donc, c'est ce jour par mois en plus, ces heures en plus par jour. C'est pas vrai pour tout le monde, hein, mais ça donne du temps. Je dirais que c'est le livre qui prend un coup avec le temps passé devant un écran. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de lecture non plus, mais c'est le livre, c'est le roman qui... Mais dans le train, c'est vrai que... Alors, le train, c'est extraordinaire. Quand vous flagrant. Je fais mon Paris-Lorient là, tous les jeudis soirs. Tout le monde a son... Ouais, bien sûr. Il y a de moins en moins de livres. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder les rayons des relais dans les gares. C'est très, très limité à quelques best-sellers et à quelques livres de poche. Et la moitié, c'est des polars ou des livres sur la santé. Le temps consacré, le temps du jour ou le temps de la nuit consacré, on le disait,
et voire éventuellement au binge watching, c'est-à-dire le fait de visionner tout d'un coup toute une saison ou voire toutes 2 saisons, c'est quand même, je me pose toujours la conséquence sur le fait d'avoir ce flux d'images quand même sur les addicts à la série, parce que c'est quand même la série qui est le support, le standard émergent incroyable là, de ces dernières années, c'est ce développement, sans parler de la créativité de la série, c'est de se dire mais qu'est-ce que ça fait sur le spectateur, quoi ? Qu'est-ce que ça lui fait au cerveau, quoi ? Et très clairement, est-ce qu'il est capable aujourd'hui, est-ce qu'un addict d'une série télé est capable d'être accroché par un film de Fellini ou même un film de Kubrick? Eh ben, je crois que c'est compliqué, quoi. En fait, on a superposé, on a additionné la gloutonnerie à l'addiction. Laurent ? La série en fait répond à la même logique que le livre. En fait, c'est un truc immersif où en fait on a envie de rester dedans et donc on prolonge. C'est la logique du feuilleton du 19e. C'est le Comte de Monte Cristo, c'était ça. C'est la même rupture effectivement que Dumas à cette époque-là ou Eugène Sue qui ont créé le feuilleton et qui créent une addiction. C'était une mécanique commerciale et aujourd'hui on a la même chose, sauf que avant on le faisait dans des bouquins et on se dépêchait le soir de rentrer ou de prendre un moment pour lire. Bah là au lieu de faire ça, on va regarder un nouvel épisode. Mais alors attention, il y a quand même une grande différence. Pardonnez-moi juste pour. Là, on voit que l'expérience collective n'est plus demandée. C'est-à-dire que la série, au contraire, c'est quelque chose de purement personnel. On veut regarder seul, à sa vitesse, en stoppant, en reprenant. Forcément. Je connais des étudiants qui se réunissent pour regarder à 10 ou à 15 en binge watching une saison entière. Enfin, ça existe. Ou la revoir déjà. Et c'est du coup, c'est du coup quelque chose de collectif et de ludique. Attendez, il s'est passé quand même, il y a eu une révolution de la série. Les séries étaient relativement médiocres au 19e siècle. Et puis tout à coup, on a donné le pouvoir à des gens de grand talent. On leur a permis, ça c'est la chaîne HBO aux États-Unis qui l'a fait, elle a donné le pouvoir à des auteurs, des vrais, à la fin du 20e, pardon, du 20e siècle. Elle a donné le pouvoir à des auteurs, elle les a laissés écrire des séries totalement immorales qui pouvaient concurrencer le cinéma, alors que la série, c'était très consensuel au XXe siècle. Elle a donné le pouvoir à des gens de grand talent. Elle a recruté des acteurs formidables. Elle a écrit, il y avait des dialogues, il y avait tout ce qu'il n'y avait plus au cinéma et ce qu'il n'y a quasiment plus au cinéma. Et c'est vrai que bon nombre de gens déçus par le cinéma sont allés vers la série. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme équivalent au cinéma à Downton Abbey, à Breaking Bad? Il n'y a pas. Il y aura le film Downton Abbey. Hein, il y aura le film Downton Abbey bientôt. Oui, parce qu'à la fin, il faut un film qui est généralement complètement nul. À la base, ce qui se passe, la grande impulsion dans les séries dans les années 90, en fait, ça vient d'un problème économique aux États-Unis, c'est la grève des scénaristes américains de cinéma qui arrêtent tout. Mais c'est pas parce qu'ils arrêtaient d'écrire pour le cinéma qu'ils n'avaient pas besoin de bouffer par ailleurs. Donc ils ont écrire pour la télé. Et la télé étant beaucoup plus permissive, ils sont autorisés des concepts. C'est ça qui s'est inversé, parce que nous on parlait de la télé aujourd'hui qui fait la loi sur le cinéma, mais aux États-Unis ce sont les majors qui font la loi sur le cinéma. Et on voit bien que ça crée la même chose, c'est-à-dire un formatage terrible. Et au fond, les gens les plus créatifs aujourd'hui vont vers la série. La télé autrefois c'était formaté, le cinéma était créatif. Aujourd'hui on a l'impression que c'est l'inverse. Vous qui avez travaillé sur les deux. Non mais avant de dire ça, en fait le truc c'est que il y a une énorme. Ça fait une semaine, je me prends la tête pour essayer de dire des choses intelligentes ce soir. Et préparé. Non mais et en fait parce que je ne regarde pas les séries. Je ne regarde pas les séries. Et je me suis demandé pourquoi. Enfin, je regarde un peu, mais des vieux trucs, ça vous ferait marrer. Hein, mais, voilà, genre Desperate Housewives, c'est ridicule, quoi. Mais, et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le cinéma et la série, c'est pas du tout la même chose. Moi, j'ai entendu d'énormes conneries il y a quelques années, des gens qui disaient ah oui, la série, c'est le nouveau cinéma. C'est pas vrai. Non, c'est autre chose. La série, ce sont des personnages. Et c'est l'auteur qui est le roi. Alors, il y a eu deux périodes. Hein. Enfin, pour moi, il y a eu HBO, donc ça, c'est extraordinaire, puisque c'est des écrivains. Hein. David Simon, Pelecanos, Richard Price, tout ça, c'est des écrivains, quoi. Et puis aujourd'hui, pour moi, tu l'as dit, quoi, c'est totalement commercial. C'est presque la tyrannie du divertissement. Enfin, c'est le Neil Postman qui disait se divertir à en mourir. Il y a un bouquin de 85, hein, à l'époque, il parlait de la télé. Et le cinéma, pour moi, c'est un regard. C'est le regard d'un auteur. Quand je dis auteur, c'est un cinéaste. C'est un regard sur une histoire. C'est une proposition. Pour moi, un film, c'est une proposition. Une série, c'est pas la même chose.
Et si on est vraiment honnête, il n'y a pas de réalisation dans une série. Non. C'est une mise en image. Dans un vrai film, il y a un langage cinématographique, il y a des choses qui sont exprimées par la caméra, mais pas dans une série. Je suis désolé. Parce que les réalisateurs sont interchangeables. Donc c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. On tombe pas dans le même travers de ceux qui disaient il y a le film d'auteur, il y a le film commercial. Je dis pas que c'est mieux. Je dis que c'est pas la même chose. Oui, mais est-ce que l'économie du divertissement, l'économie marchande du divertissement, empêche vraiment la créativité d'auteur? Moi, c'est ça, pour moi, la question clé. Moi, quand j'étais adolescent, les 3/4 du temps, le divertissement, c'était Jean Nouin à la télé, c'était Jacques Martin, c'était... pardon, aucun d'entre vous ne connaissait cette époque, mais... et on allait au cinéma voir du cinéma d'auteur, parce qu'à la télévision, il n'y avait pas du cinéma d'auteur. Est-ce que le fait de voir des séries, outre... je comprends le côté addictif de la série, etc. Mais on attendait notre feuilleton aussi, autrefois à la télé, y compris en famille et tout ça. Mais est-ce que ça empêche la création de cinéma d'auteur? Je suis assez interpellé. Vous opposez... en fait, des auteurs d'une génération précédente aux séries d'aujourd'hui. Vous avez dit tout à l'heure, c'est toi qui as dit, tu as parlé de Fellini, tu as parlé de... Mais oui, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des Xavier Nolan? Est-ce qu'il n'y a pas des... Voilà. Et est-ce que cette économie du divertissement et ces circuits de distribution et ces circuits de financement empêchent l'émergence d'un cinéma créatif? C'est ça la vraie question. Juste un truc, c'est que Reed Hastings... donc le président de Netflix, il a déclaré il y a, je ne sais plus, quelques semaines, je sais plus, que son principal concurrent à ses yeux, c'était pas HBO, c'était Epic Games, je crois, qui fabrique Fortnite. C'est incroyable. Il faut dire ce qu'est Fortnite. C'est du jeu vidéo, c'est-à-dire que son concurrent, c'est le jeu vidéo. Et oui, donc en fait, le même temps d'ailleurs. Ce qu'il recherche, c'est le temps de cerveau disponible, c'est l'addiction, quoi. L'addiction parfaite. Et Fortnite, chez tous les utilisateurs, c'est l'addiction parfaite. Et ce que je dis, c'est qu'un film... bon, par exemple, dimanche soir, j'avais envie de voir des grands acteurs. Voilà. Alors, j'ai revu Une journée particulière, mais je sais pas, j'avais envie, mais ça se trouve, le samedi, j'avais pas envie parce qu'il faut quand même... faut être disponible, quoi, intellectuellement. Et hier, j'étais dans le train, à côté de moi, il y avait un gars qui regardait sur son téléphone un épisode de Walking Dead. Je suis désolé, moi, j'ai jamais... Ma fille est fan de Walking Dead. Je l'ai jamais entendu dire « Non, ce soir, j'ai pas trop envie de regarder Walking Dead. » Non, parce que c'est facile. C'est facile. C'est pas beaucoup d'efforts intellectuels, en fait. C'est du divertissement. Mais c'est ça, l'enjeu, il est là-dedans. Cette économie du divertissement empêche-t-elle la création d'auteurs? Non. Voilà, c'est la question. Et par ailleurs, est-ce que ça empêche la création d'auteurs sur ce support-là? Et pourquoi l'opposer à d'autres supports? Je veux dire, là, moi j'ai été voir il y a un mois, en français c'est Leto, le film russe. Je suis allé à Beaugrenelle, c'était à l'Odéon. Il y avait énormément de jeunes qui regardaient ce film, qui finalement est un film de nostalgique, de rock, des années métal hurlant, vu de la Russie. Et en fait, je suis d'accord, il y avait un partage collectif. C'était très émouvant de voir une génération qui n'a pas connu ça le découvrir. Et c'est probablement la même génération qui regarde des séries. Est-ce que c'est ça qu'il faut regarder? Est-ce que l'un tue l'autre? Et ça montre surtout qu'il y a de curiosité. Oui. C'est-à-dire que moi, j'avais été surpris une fois au Festival Lumière, qui est le festival organisé par l'Institut Lumière à Lyon, donc qui est dirigé par Thierry Fiammo, c'est le même DG qu'au Festival de Cannes. Et tous les ans, au mois d'octobre, il fait un grand festival consacré aux films classiques. Et je me suis retrouvé une fois dans une salle, c'est Tarantino était là comme à peu près tous les ans, mais cette année, il avait un prix spécial, et donc il y avait une rétrospective Tarantino. Et je me suis retrouvé, parce que j'avais un moment disponible, à aller voir un Tarantino qui était pas si vieux, qui avait une dizaine d'années, dans une salle blindée d'adolescents, qui prenaient un plaisir évident à regarder un film qu'ils auraient pu voir mais 10 fois à la télé, télécharger, etc. Donc il y a quand même chez les jeunes un appétit pour la salle, un appétit pour le film, et qui est complémentaire avec ce qu'ils vivent par ailleurs sur YouTube ou sur Netflix. Je voudrais qu'on continue d'avancer, non pas tant est-ce qu'on préfère la série au film, ou est-ce que les séries deviendront un jour artistiquement à l'égal du cinéma. Après tout, le cinéma, ça a commencé, c'était un art forain. Hein. Personne ne pensait qu'un jour
on resterait 1h30 dans une salle à regarder un film. Et puis finalement, on l'a fait. David Lynch ou Jean-Jacques Hano, ils font des séries parce que c'est plus rentable ou... Non, je pense que c'est parce qu'ils ont plus de liberté quand ils font une série, peut-être, ou en tout cas qu'ils trouveront plus. Jean-Jacques Hano, on ne reconnaît pas Jean-Jacques Hano quand il fait. Non, mais je pensais plus. Moi, je pense qu'il y a une histoire un peu. Je pensais plus à David Lynch. Mais enfin, tout le monde sait qu'aujourd'hui, simplement, vous êtes confronté. Enfin, tu sais ça, puisque tu as fait une série. Tout à coup, on a un public beaucoup plus vaste, une diffusion beaucoup plus grande. Scorsese aura plus de spectateurs pour The Irishman sur Netflix qu'il n'en a eu pour ses derniers films dans les salles de cinéma. L'histoire du cinéma, depuis l'origine, a été alimentée par les innovations techniques. Les changements majeurs du cinéma ont toujours amené les auteurs à se repenser et à rebondir. Le muet, le noir et blanc, la couleur, la 3D, tout ce que tu peux imaginer. Netflix, la plateforme, il faut juste le considérer comme une étape où les auteurs vont se dire, attends, moi j'ai envie de faire de la série, j'ai envie de faire des films, j'ai envie de continuer à faire du cinéma, mais la chance que les auteurs ont maintenant, c'est que les portes sont plus larges et il y en a plus. Mais justement, c'est ça qui est super. Je voudrais qu'on s'engouffre dans une de ces portes-là, puisqu'on a vu comment fonctionnait le cinéma français depuis à peu près 30 ans, de voir s'il est toujours adapté à ce qui est en train de se passer. Et on le voit bien avec les on l'a dit tout à l'heure, en France, tout le monde veut être l'auteur. Hein, c'est le plus important, c'est d'être l'auteur. Or, l'auteur des séries, c'est le showrunner. Et ce qui est très drôle, c'est que quand Netflix a produit sa première série française, ils l'ont fait à la manière de TF1, c'est-à-dire qu'ils ont fait Marseille et ils ont donné les clés à quelqu'un qui s'appelle Dan Franck, qui est l'auteur de la plupart des séries françaises qui passent sur France 2, France 3, TF1. Et puis voilà, et Dan Franck, il a raisonné en auteur, il a tout écrit. Il a écrit Marseille, ça a été un bid complet, absolument partout. Et quand Amazon Prime a commencé, la première création originale, ça a été Deutschland. Et oui, parce qu'en fait, ce que veulent chef-d'œuvre hein, dans les vides-greniers dans les années à venir, ça va faire fureur. Non, mais on vient de monter d'un cran. Oui, ils l'ont fait à la française, c'est ça, Deutschland. Oui, non, le truc qu'ils veulent, Netflix comme Amazon, c'est des noms. Parce qu'en fait, ils pensent marketing. Donc en fait, ils ont pris Dan Franck pour pouvoir mettre Dan Franck, Depardieu, Magimel. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Vous regardiez par exemple dans les gares les trucs animés là, les pubs animés de Deutschland, c'était par les scénaristes des ch'tis. C'est ça qui les intéressait. Ouais, ils s'en foutaient sinon. Mais c'est le premier essai qui est comme ça. Après, il s'améliore en général. Mais ce qui est drôle sur Deutschland, juste et après je donne la parole à Laurent, mais ils ont fait ce qu'aurait fait TF1, c'est-à-dire que ça se passe dans les Landes avec des Allemands et ils ont doublé les Allemands en français. Non mais alors ça, bon. mais ça c'était très drôle et ça c'est. Je me suis dit TF1 l'aurait fait, mais pas... TF1 l'aurait fait, oui. Voilà. Oui, TF1 l'aurait fait. Après, c'est dommage qu'Audrey Fouché soit pas là parce que moi, j'aurais bien aimé l'entendre par rapport à ça parce que je sais qu'elle a travaillé aux États-Unis. Oui. Elle est showrunneuse, on va dire. Oui, sur Osmosis. Donc. Sauf que en France, il y a un gros problème sur la notion de showrunner. C'est-à-dire que les producteurs ne veulent pas donner les clés aux auteurs. Oui, alors ça, surtout pas. Non seulement ils veulent pas donner les clés, mais en plus, la plupart du temps, ils veulent que ce soit leurs idées qu'ils trouvent comme ça, un peu en brainstorming. Ah, on a une idée, c'est ce qu'ils ont fait avec Deutschland. Parce que les producteurs sont des auteurs. Parce que tout le monde veut être l'auteur. Voilà, même les producteurs. Voilà. Et c'est terrible, parce qu'en fait, vous retrouvez on vous dit, oui, c'est génial, parce que c'est votre humour qu'on recherche et tout ça, et puis finalement... D'ailleurs, il y a un truc terrible avec la série, c'est qu'il y a un nouveau langage qui s'est créé aussi. C'est-à-dire qu'ils ne disent plus les scénaristes ou les auteurs, ce sont les talents. Alors, un gars du marketing, ça peut être un talent aussi. Et puis, ça n'est plus des séries, c'est des contenus. Donc moi je trouve ça terrible. C'est-à-dire que le langage de l'entreprise rentre dans un truc. On est des artisans quand on est là. Moi je suis chez moi, je suis devant mon ordi avec mon collègue dans mon écran et puis on tape et tout. Et en fait je suis un talent d'un coup. Et puis on nous demande presque d'avoir des qualités de management pour parler aux autres auteurs parce que non vous n'êtes pas assez positif. Pas assez... Ce qui est un problème aussi puisqu'en France on n'aime pas être plusieurs auteurs. Mais Laurent voulait dire quelque chose. On est obligé
dans une série, on est obligé. Hein. Ouais. Un cerveau, ça peut pas faire. Il y en a eu, il y a quelques exemples quand même qui n'ont pas donné des trucs géniaux, mais il y a eu des exemples. Hein. En France, il y en a eu de nombreux même. Non, mais pour poursuivre sur ce que disait Alexandre, je vais faire un parallèle avec la grande distribution. C'est-à-dire qu'en fait, quand Netflix prend Marseille, quand Amazon Prime prend Deutschland, ils veulent des têtes de gondole. Ouais. Ils veulent des produits d'appel pour derrière mettre ça vous parle, c'est pour derrière mettre du volume. Parce qu'en fait, au final, vous allez vous abonner parce que vous avez Roma. Où vous avez Marseille, le film de Alfonso Cuarón, qui était sur Netflix, mais au final, dans le mois, qu'est-ce que vous allez consommer? Vous allez consommer beaucoup plus de cochonneries, de séries B, etc. Ou de très bonnes séries qu'on n'a pas vues parce que... Très bonnes séries, mais au final, vous allez manger de la série et du contenu, parce que là, pour le coup, ça rend ça au kilo. Donc, en fait, quand ils prennent Marseille, il y a deux enjeux. Il y a un enjeu marketing, vis-à-vis de la France, et vis-à-vis de l'extérieur, parce que ça permet à l'étranger, quand on diffuse la série, d'avoir de mieux la vendre, parce que tout le monde sait à peu près où est Marseille, ne serait-ce qu'en foot. Et ensuite, ça permet de dire au microcosme français qui était tout agité, parce que Netflix arrivait, regardez, on investit de l'argent dans le cinéma français et dans la production du visuel française, donc c'est bon, laissez-nous travailler. Mais en général, ils apprennent vite. Hein. Je ne sais pas comment sera Osmosis, mais on voit bien qu'assez vite, ils font des séries, même en France, à la manière anglo-saxonne, avec là, en l'occurrence, une showrunneuse qui n'est pas parmi nous, malheureusement, ce soir, mais qui a plusieurs auteurs, avec des réalisateurs interchangeables, avec des rebondissements. Et on voit bien que Canal+, c'est pareil. Le Bureau des légendes d'Éric Rochant, c'est une série faite à la manière des anglo-saxons, et c'est une série qui cartonne, pas seulement en France, à l'étranger aussi, ce qui n'est pas le cas des séries de TF1 ou de France 2. De travail. C'est vraiment un processus de travail, et effectivement, d'écriture en pool, avec plusieurs scénaristes, c'est le mode de travail américain. Pendant longtemps, et avec un auteur, en l'occurrence, là, c'est Éric Rochant. Oui, il y a Rochant, mais qui infuse... c'est le showrunner. C'est le showrunner, mais derrière, il y a toute une batterie d'auteurs qui travaillent avec lui. Et pendant longtemps, en France, on a refusé d'admettre ça. Et les auteurs qui, effectivement, ont un statut à part en France, et auteurs au sens d'écrivain, ils sont venus. Et même maintenant, la FEMIS a une formation et forme des auteurs. La FEMIS, depuis 4 ou 5 ans, a une formation pour les auteurs en série. Donc on s'y met. Non, mais moi, j'ai bossé avec des gens qui ont fait le... Alors, ils entrent pas, c'est pas le même concours, hein. C'est un autre concours pour suivre le cursus série. Moi, j'ai bossé avec ces gens-là. Ils ont 25, 26, 27. Le truc qui m'a fait super bizarre, c'est que moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'école. Les auteurs, donc. Il n'y avait pas d'école, fallait se former sur le tas, quoi. Et là, maintenant, il y a des écoles. On avait une auteure qui était très gentille. Hein. Elle avait un bac +5. Ensuite, elle a fait la formation de la FEMIS. Donc maintenant, pour être scénariste ou être autre auteur, il faut avoir un CV, mais long comme le bras, quoi. Et alors, le truc aussi, parce qu'on ne parle pas de ça, mais c'est l'économie quand même. Je veux dire, Deutschland, en tant que directeur de collection... Non, d'écriture, j'étais pas showrunner, en tant que directeur d'écriture. Donc on fait 10 fois 26 épisodes, donc c'est l'équivalent de 2. Moi, je veux bien que tu me dises ce que ça veut dire showrunner, je sais pas. Showrunner, c'est le gars qui run le show, qui dirige le... Alors le show, c'est... Non, mais je fais un peu d'étymologie, quoi. Le show, c'est la série. Donc c'est le gars qui dirige la série. Et de l'écriture jusqu'au mixage et au montage. Magazine, quoi. Mais comme jusqu'au mixage et au montage. C'est celui qui a l'esprit les clés. Et qui est garant de l'esprit de la série, quoi. Donc on a eu des grands showrunners sur HBO, par exemple. C'était ahurissant, quoi. Et puis, mais bon, bref. Donc le truc, c'est on fait 10 fois 26 épisodes. Ça fait 2 longs métrages. Pour faire ça, j'ai été payé l'équivalent d'un séquencier de long métrage. C'est-à-dire qu'il faut aussi parler de l'économie. C'est beaucoup mieux payé ou beaucoup moins non, beaucoup moins payé. Et les jeunes, parce que nous, on était auteurs seniors, c'est là le langage de l'entreprise. Eux, c'est ceux qui sortent de la FEMIS, c'est génial pour les producteurs français, parce qu'en fait, c'est un réservoir de jeunes qu'on va payer pas très cher. C'est les auteurs juniors. Et puis les auteurs juniors, ils rêvent quoi? Ils rêvent un jour d'être showrunner, parce qu'ils vont monter en grade, quoi. Et il y a un truc terrible là-dedans, je trouve. Il y a un truc qui est très triste. Mais Alexandre Charlot, c'est pareil dans le cinéma. On sait très bien que le scénariste est très mal payé, même par rapport aux scénaristes américains. Et vous-même, je crois que vous avez un peu râlé après le succès de Bienvenue chez les Ch'tis. Vous vous êtes rendu compte que la part des co-scénaristes était ridicule. Non, mais c'est un autre sujet. Bon. Ce sera un autre débat. Ou après, si tu veux. Enfin, en général, les auteurs, les scénaristes, non, mais ils sont très mal payés. Bien sûr, c'est de pire. Là, c'est mal il y a 10 ans, moi, pour
pour gagner ce que je gagnais il y a 10 ans, avec deux projets de long métrage, je gagnais super bien ma vie. Aujourd'hui, il faut que j'en fasse 5, 6 à peu près. Donc c'est vraiment le travail. On paye de moins en moins les scénaristes. Pour gagner moins, ouais. Voilà. Il s'est passé un truc très bizarre. Un peu après la polémique de C'est Maraval. Ouais. Il s'est passé un truc très bizarre. J'ai l'impression que ça n'a pas vraiment touché les grosses stars. Alors il faut rappeler que Vincent Maraval avait dit que les acteurs français étaient trop payés, que tout le monde se payait comme si le cinéma français faisait des succès, alors qu'en fait tout le monde se faisait un chèque avant même que le film sorte, alors que la plupart des films sont des échecs, mais tout le monde est payé comme s'il faisait des succès. Et ceux qu'on morflait, c'est les acteurs moins connus, mais c'est aussi les scénaristes, parce que c'est le seul moment où le producteur met un peu d'argent, je dis un peu d'argent, parce qu'il a le soutien à l'écriture et tout ça, mais un peu d'argent de sa poche. Il est obligé, parce qu'en fait, les aides, il les touche que le jour du tournage. Non, mais c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'ils ne veulent pas investir dans ce qu'on appelle le développement. Ouais. Donc là, aujourd'hui, le CNC, qui est le grand Manitou du microcosme du cinéma, est en train de mettre en place des initiatives pour inciter les producteurs à développer davantage les scénarios. Moi, Luc Besson m'avait expliqué, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense, il dit que le problème du cinéma français, c'est que les aides sont versées aux producteurs le premier jour de tournage. Donc, pour cette raison, il ne veut pas investir avant, parce qu'avant, il n'a pas l'argent. Donc, tout ce qui est avant, c'est-à-dire la pré-production, l'écriture, les répétitions, etc., il ne paye pas. Non, mais je ne considère pas que ce soit un problème, parce que quand on est producteur, j'ai jamais eu le courage de le faire, mais il y a un moment, c'est une entreprise, c'est un risque économique. On peut se dire, j'investis de mon argent. Pas les producteurs français, ils sont sous perfusion de la télé. Il y en a qui le font, avec plus ou moins de succès, mais il y en a qui le font. Il y en a toujours qui le font. Tu parlais tout à l'heure des grands producteurs d'antan, il y en a toujours qui aujourd'hui mettent leur chemise, mouillent leur chemise et prennent des risques personnels parce que. Et ça revient à la question des auteurs, c'est qu'il y a de moins en moins d'argent pour financer le cinéma et qu'on continue pourtant à faire plus de films. Donc c'est quoi? Simplement, on les finance moins les films, et quand on les finance moins, on paye moins les gens qui bossent dessus. Et ça nous ramène à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est un problème qui est lié aussi aux télévisions. C'est-à-dire que le moins d'argent qu'on a aujourd'hui dans le cinéma français, c'est essentiellement dû aux télévisions qui versent moins. Pourquoi elles versent moins? Parce que le cinéma français touche une partie de leur chiffre d'affaires. Elles font moins de chiffre d'affaires parce que Canal+ a moins d'abonnés, il y a moins de recettes publicitaires parce qu'il y a moins de spectateurs à l'antenne, et en plus il y a eu la crise économique passée par-dessus. Et que le cinéma n'est pas forcément ce qui rapporte le plus en termes d'audience aujourd'hui dans la télé en plus. Ouais. Un bon producteur, c'est quelqu'un qui qui produit avec 110 € un film qui coûte 100. C'est un bon producteur. Il y a des producteurs, un bon producteur financier, enfin un bon gestionnaire. Un producteur, c'est souvent un mec qui a que 40% du budget, et puis pas sûr, parce qu'il n'y a peut-être que 38%, et puis il y a des intérêts bancaires, parce que malheureusement personne ne va lui payer. Canal+ paye un an après la diffusion, enfin après un an la livraison. Hein. Donc il est bouffé par les taux d'intérêt, et puis à la fin, il va quand même partir avec son film avec 35%. Ça marche bien, c'est un génie. Ça marche mal, il est comme tout le monde. Il prend ses clics et ses claques et il fait un autre film. Ça, c'est le système français. Mais c'est le vrai problème. J'ai les doigts. Avec Pierre, là, même si on est là au titre des espaces culturels, on est catalogué monde de la grande distribution, et on découvre avec délectation que votre monde est plus impitoyable que le nôtre. Que c'est bonheur de vous entendre parler de pognon et de marchandises, les mecs. On n'a pas parlé une seule fois de création, là. Oui, c'est-à-dire que à un moment donné, la création peut s'exprimer que parce qu'il y a de l'argent aussi. Tout à l'heure, on parlait de deuxième vie, mais déjà, s'il y avait des films qui pouvaient avoir une première vie, ça serait vachement bien. Quand tu dis ça, tu vois, tu scelles la chose. C'est comme tu dirais pas à un romancier que son premier jet, sa créativité dépendent de son système de distribution. C'est pas la même économie. Voilà, mais c'est ça ma question. Ça coûte cher. C'est ça. Ce qu'il fait, lui, ça coûte cher. C'est ça ma question. C'est en fait, tour à tour, vous avez parlé du rôle de référenceur du producteur, du rôle de censeur ou de référenceur. La même chose pour le distributeur, et on a évoqué le spectateur. D'accord. L'auteur. Mais en citant tout le monde, je sais que tout est dans tout et que c'est une chaîne, mais quand même, est-ce que il y a une leçon à tirer de l'évolution du cinéma? C'est-à-dire, est-ce que vraiment la production, la création cinématographique, la qualité du cinéma est conditionnée, je vous pose la question, par un système de distribution? Hier, c'était Marine Karmitz ou UGC, etc. Et aujourd'hui, ce sont les séries et les télés qui déterminent ce qu'il va être produit
qualitativement en termes de moi ce que je pense, c'est que la France... Alors, je ne suis pas un grand spécialiste. Je pense que tu es un meilleur historien du cinéma que moi par rapport au financement, mais je me souviens avoir entendu Bertrand Tavernier parler de tout ça. Et en fait, le truc, c'est que... Parce que Netflix, c'est pas nouveau, en fait. Hein. C'est ce qui arrive. Après la guerre, les Américains ont fait une offensive. En fait, c'est la guerre du soft power. Hein. Voilà. Ils ont fait une offensive. Tu me coupes hein, si je raconte des bêtises. Et en gros, ils ont voulu que les films français aient moins d'exposition en salle. Donc c'était... Donc il y a plus de films américains. En échange d'un prêt de 2 milliards de dollars à l'époque. Et en fait, ce que la France a fait, ce que les pouvoirs publics ont fait, c'est qu'ils ont créé le prix du ticket avec une partie... qui existe toujours en, voilà. fait, en 48. Donc en fait, ils ont trouvé une solution. Et le truc, après c'était le début de l'exception culturelle, c'est qu'on considère que de toute manière, dans cette guerre-là, on est rien. On est un petit pays, hein, on est rien, on l'a perdu. Mais les pouvoirs publics décident que il y a une culture française qui a sa particularité, il faut qu'elle vive. Donc en fait, on est dans un truc quantitatif. Moi, le côté qualitatif, je ne le juge pas, mais on est dans quelque chose de quantitatif où en fait, on crée les moyens de produire tant de films par an. Et là, ce qui se passe cette année, depuis 2 ans avec Netflix, c'est qu'on a une nouvelle offensive. Mais c'est comme la bombe atomique, quoi. Hiroshima, en fait, c'était une petite bombe par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Bah là, c'est pareil. Netflix est monstrueux. Et Tavernier, alors je ne sais pas s'il a raison, hein, mais Tavernier, il disait qu'on a raté le coche de la SVOD. C'est-à-dire qu'on aurait pu le faire. Quand j'entends le maire dire on va taxer machin, hein, bravo, super, mais pourquoi on ne l'a pas fait avant et parce qu'il y a eu un lobbying monstrueux. C'est un moment quand même. Pardon ? Vivendi pouvait acheter Netflix, ils ont refusé. Ouais. Mais il y a eu un lobbying énorme où je crois que c'est Netflix qui a parlé de liberté d'expression et tout. Et Tavernier disait, et en fait, ce sont les députés socialistes et écolos qui ont sabordé la loi qui était toute prête, quoi. Donc là, est-ce qu'il y aura moyen de... Le but... Comme les chaînes de télé, c'est ce que tu dis, quoi. Gagnent moins d'argent, donc il y a moins d'argent pour le cinéma. Il faut en trouver ailleurs. Donc pour moi, c'est une volonté politique de créer un espace de création, parce que la créativité française ne peut pas concurrencer la créativité américaine. Enfin, c'est une histoire d'argent, c'est pas une histoire de créativité. Donc en fait, la question pour moi, c'est est-ce qu'on peut conserver cet espace de création française qui est quantitative. Après, est-ce que c'est des bons films, est-ce que c'est pas des bons films, voilà, l'histoire où les gens jugeront. Il y a un dernier point qu'il faudrait aborder, et tu auras la parole juste après, parce que la boucle sera bouclée. C'est ce qu'on appelle en France la chronologie des médias, et qui est très importante. S'il y a encore une exception culturelle et des salles de cinéma, alors que dans toute l'Europe, il n'y en a quasiment plus, c'est parce qu'il y a une chronologie des médias, mais cette chronologie des médias, ça fait longtemps qu'on veut la remettre en cause, et encore plus aujourd'hui qu'il y a Netflix propose un petit mot de la chronologie des médias qui fait que quand vous faites un film, d'abord il va en salle, puis en VOD, puis sur Canal+, puis en DVD, ou d'abord le DVD, enfin, etc. etc. Et puis à la fin, il peut arriver, regardez. Mais en France, la chronologie est très stricte. Un film ne peut rejoindre un catalogue de vidéos en illimité que 3 ans après sa sortie en salle. Les exploitants de cinéma français se disent prêts à un compromis, mais ne veulent pas voir tout le système bouleversé. Que la chronologie des médias doive évoluer, nous sommes d'accord, elle doit évoluer. Mais qu'on se mette autour de la table et qu'on en discute, qu'on ne soit pas dans des prises de position, de prise en otage. Netflix est le passager clandestin de ce festival et c'est insupportable pour les salles de cinéma françaises. Chez les professionnels du secteur, un sentiment est partagé. Rien ne remplace l'expérience d'un film en salle. Mais le public, lui, suivra-t-il ? Le débat se poursuivra bien au-delà du Festival de Cannes. Toujours en 2017, là où le film produit par Netflix était en sélection. Laurent, pour rappeler la chronologie des médias. Ça faisait déjà 3 ans qu'ils discutaient, parce qu'il dit il faut juste se mettre autour d'une table et en discuter. Mais ils ont commencé sous Filippetti à discuter de la nouvelle chronologie des médias. Ils se sont mis d'accord en décembre dernier, au forceps. Le décret d'application n'est toujours pas passé. Donc aujourd'hui, on n'a pas de chronologie des médias en France. Mais ça va y venir. Le problème, c'est qu'ils ont mis 5 ans à se mettre en ordre de bataille pour affronter Netflix, sauf qu'en 5 ans, on a déjà perdu la bataille. Aujourd'hui, la chronologie qui a été adaptée, qui effectivement protège les salles, en fait, le principe de la chronologie, c'est que chaque média
qui diffuse du cinéma, en échange de l'exclusivité de cette diffusion, de sa fenêtre d'exclusivité, c'est-à-dire que quand il est à la télé, il n'est plus en salle, finance une partie du cinéma. C'est ça le principe de la chronologie. Et c'est ce qui fait que tout ça fonctionne. C'est ce qui fait que tout ça fonctionne aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus adapté à la demande de Netflix, c'est plus adapté à l'impatience parfois des consommateurs, parce qu'on a quand même oublié d'être patient maintenant. Avec et des producteurs aussi, parce qu'ils ont investi dans la sortie d'un film, ils ont fait de la publicité, et le film est bouffé par la salle de cinéma au bout de 3 jours, et il faut qu'il attende ensuite pour refaire de la publicité pour pouvoir vendre son DVD, par exemple. Oui. Ça, c'est 1 an, 6 mois. Non, c'est 3 mois. Si le film vraiment s'est planté, en 3 mois, il peut être en vidéo. 4 mois s'il a bien marché. Au bout de 8 mois aujourd'hui, dans la nouvelle chrono, ce sera Canal+, et après c'était F1, et ainsi de suite. Et la chronologie des médias, c'est quand même, encore une fois, désolé, on ne parle pas d'art, on ne parle pas d'auteur, on parle de pognon. C'est-à-dire que c'est normal qu'on veuille organiser l'exploitation optimale d'un film pour que tous ceux qui ont participé à son financement puissent récupérer son argent. Ça partait à chaque fois qu'un nouvel intervenant arrivait, on le rajoutait, donc Canal+, la VHS, enfin tout le monde est arrivé et s'est mis les uns derrière les autres. Aujourd'hui, prenez tout simplement la fin de la chronologie des médias, c'est-à-dire un film à une date de sortie qui est décidée par les gens qui l'ont financé. Et que ce tour de table, c'est pas aux salles de l'avoir, c'est de l'avoir en même temps que le film est financé. C'est quelque chose qu'il faut tout à fait envisager, puisque c'est quelque chose qui existe. Netflix se réunit tout seul pour décider quand est-ce qu'il sort son film. Donc pourquoi aujourd'hui ne pas participer avec Netflix et avec les autres intervenants à carrément, voilà, on produit ça ensemble. On va pas accepter la chronologie média que va nous imposer le CNC. On va la décider nous-mêmes. C'est-à-dire que toi qui as pris la salle, tu prends 2 mois. Toi qui as pris la télé, tu prends 3 mois. Toi qui as pris le DVD, tu le prends 2 mois. Et on le fait entre nous. Il n'y a pas de raison que ça soit imposé. Parce que tous les films ne sont pas pareils. Et quand tu vas... moi, par exemple, je vis à Londres. J'ai vu Roma en salle de cinéma, parce que je ne voyais pas l'intérêt de le voir sur mon iPad. J'achèterais le DVD, parce que je trouve que c'est un film qu'il faut regarder. Et en même temps, je me dis que tout ça, c'est mon choix. Et je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, Curzon, qui est une salle de cinéma, le même jour où il sort le film Girl, vous pouvez le regarder chez vous, sur Curzon Cinéma. Et vous payez... pas le même prix que la salle, mais vous le payez. Les gens, je pense, aujourd'hui, veulent voir les films quand ils veulent, où ils veulent, avec qui ils veulent, au juste prix. Attention, c'est aussi ça. C'est qu'aujourd'hui, les valeurs n'ont plus les valeurs. Être avec des bouffeurs de pop-corn dans une salle de 700 places, où vous êtes assis comme dans n'importe quelle salle, et dans une autre salle qui a une autre approche, c'est pas la même chose. Voir chez soi avec des copains ou seul, c'est pas la même chose. Faut laisser les spectateurs ils sont assez intelligents pour faire leur choix, je pense. Alors quel avenir en conclusion, quel avenir pour le cinéma français un truc dont on n'a pas parlé, que moi j'ai découvert comme utilisateur, c'est un peu comme les moteurs de recherche. C'est quand on est sur Netflix, quand on est sur Canal+, c'est que, en fait, dès que vous vous branchez, on vous resserre des propositions très proches de celles que vous avez regardées. Les algorithmes de recommandation. Et en fait, on s'aperçoit que tous les systèmes concourent à ça. Et qu'au fond, de Instagram qui vous renvoie de la photo et à partir des sites que vous avez consultés, etc., on voit une sorte de resserrement du cône de curiosité ou d'intérêt. Et ça, pour moi, c'est plutôt ça le danger, et probablement l'économie monétaire qui est derrière, mais c'est plutôt ça le danger, parce qu'à partir du moment où je n'ai pas cette diversité et comportementale et d'offres, évidemment, il y a un resserrement du choix, et donc derrière, un resserrement de la créativité. Et ça, c'est ça qui m'impressionne, c'est moins l'existence d'un Netflix, parce qu'on doit pouvoir composer aussi ou faire du judo avec un Netflix. La Casa del Papel, ça préexistait, c'était pas une commande. Et donc, mais en même temps, dans le dispositif, moi l'élément tueur, c'est ça, c'est l'élément tueur de la créativité, c'est l'élément tueur de la curiosité. Hein,
Ça, de ce côté-là, Netflix, ils sont quand même l'algorithme de Netflix de recommandation, il est quand même con comme un avion. Ah ben oui, mais justement, Ouais, à chaque fois, il me regarde. Alors, il sait tout, il hein. sait là où je me suis arrêté. Si j'ai regardé une série, au bout de 3/4 d'heure, je me suis arrêté parce qu'elle m'emmerdait. Et ben, il me fait une case. Alors, puisque vous avez regardé telle série, je vous propose toute celle-là. Alors que j'ai pas aimé. Il devrait avoir compris qu'au bout de 3/4 d'heure, c'est que j'ai pas aimé. Mais non, il comprend pas. Il y a un livre, j'ai vu ça hier, qui est sorti sur la dictature de l'algorithme, en fait. Mais tu vois, par rapport à... Alors, ça sera un peu mon mot de la fin à moi, mais ce que tu disais tout à l'heure, parce que le but de Netflix, quand même, c'est pas des philanthropes, hein, quand même. Hein, c'est quand même de gagner de plus en plus d'argent. Et effectivement, avec ça, est-ce qu'il y aura une diversité voilà, la culture de masse, est-ce que ça favorise et surtout, est-ce que le cinéma français arrivera à survivre à tout ça? C'est je sais pas. C'est quand même la question qui est écrite là. J'avais un truc vachement intelligent à dire. Non, c'est que, en fait, tu parlais c'est une chance pour les auteurs. Eh ben, je suis pas sûr, parce que là, il y a eu un épisode interactif là qu'ils ont tenté sur Netflix de Black Mirror. Eh ben, le jour où ça marchera bien, ils vont prendre des algorithmes pour écrire des scénarios. Parce que... Ben si. Hein? Et ce ne sera pas une chance du tout pour les auteurs. Ça existe déjà dans la presse. Voilà. Voilà, donc ça viendra pour les scénarios également. Oui, évidemment que le cinéma français va survivre à Netflix. Déjà parce que Netflix ne pourra pas absorber tout le cinéma français. Et que l'offre de cinéma français sur Netflix aujourd'hui est extrêmement pauvre. Au final, on doit avoir une centaine de films. Ils ne sont pas pressés, je pense, de l'augmenter. Hein. Non, ils ne sont pas pressés d'avoir les Français sur le dos de manière générale. Hein, de toute manière. Ils ont passé le maximum de temps qu'ils pouvaient passer à Amsterdam. Et là, ils sont en train de revenir en France. Ils n'ont pas trop le choix. Mais globalement, plus ils peuvent fuir le système français, plus ils le font. On comprend, hein, il est contraignant. Donc, en fait, Netflix, oui, ça crée de nouveaux usages, mais ça n'est que le reflet justement de nouveaux usages. Parce qu'on a le même problème avec la télé délinéarisée sur Canal+. Donc, en fait, le cinéma français va s'adapter. Il doit peut-être, à un moment, se poser la question de se demander s'il ne produit pas trop. Parce qu'effectivement, tout à l'heure, c'est ce que tu disais, c'est que les films ne restent pas en salle. Mais ils ne restent pas en salle parce que je crois qu'il y a 2 semaines, il y avait 22 films. C'est dingue. Donc évidemment que les films dégagent aussitôt. Donc à un moment, il faudra peut-être juste qu'on produise un peu moins, mais il va survivre. Mais il n'y a pas vraiment de sanctions non plus, parce que sinon, tous les gens qui produisent des films qui ne marchent pas auraient déjà perdu leur chemise et ce serait fini. On sait bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Oui, mais comme on a tendance à produire en fonction de ce qu'on a réussi à gratter à droite à gauche, au final, on peut recommencer tranquille. Et puis on passe les frais de structure, les frais de salaire, les choses comme ça. Je ne suis pas producteur, mais arrête-moi si je me trompe. On passe tout ça sur le budget du film, ça permet de faire vivre la boîte, et puis bon, si le film n'a pas marché, moi, et ça sera mon mot de la fin à moi, la première fois que je suis allé à un top chiffre, le top chiffre c'est le mercredi quand le film sort, il y a toute l'équipe du film qui est là, qui est réunie. Il y a plus ou moins de monde selon qu'on sent que ça va se planter ou pas. Et là, c'est le tout début de soirée, et je regarde le producteur, et je dis, ça va être compliqué, mais oh non, je m'en fous, j'ai déjà gagné de l'argent. Alors que le film était parti pour se prendre un mur. Donc voilà, le problème, il n'est pas là pour le coup. Franck ? Non, je pense que la question, c'est est-ce que les plateformes vont plutôt aider à sauver le cinéma français? Parce que je pense que le cinéma français doit réagir. Mais pas français uniquement par sa langue ou par son pays d'origine. Est-ce que le cinéma indépendant, créatif, qui donne la chance aux auteurs, peut effectivement utiliser Netflix comme un moyen accessoire de faire des nouveaux projets, des nouveaux films, et en même temps améliorer le fond de notre cinéma français qui souffre du fait, comme on a dit, de ce vase clos très familial, amitié, mais que les gens financent les gens. Enfin, les avances sur recettes vont toujours aux mêmes auteurs qui font les mêmes films. Il y a un moment, est-ce qu'on ne peut pas juste laisser tomber ce soutien sélectif et passer sur un soutien automatique qui va permettre une nouvelle génération de gens d'arriver qui prendront Netflix non pas comme un ennemi, mais comme une porte de plus pour produire des films. Voilà. Pierre ? Alors moi, en tant que spectateur assidu, cinéphage, cinéphile, je me dis, mais face à cette offre absolument pléthorique, multicanal, j'ai une totale confiance au spectateur. Je me dis qu'à un moment donné, la décision qu'il peut prendre, c'est de mieux consommer, peut-être de consommer, arrivant au bord du gouffre de ces 500 ou 600 séries télé qui sortent par an, et peut-être cette déconsommation lui fera prendre conscience qu'il y a peut-être des choix plus judicieux à faire, et que ces choix-là vont à un moment donné peut-être favoriser un autre cinéma, quoi. Voilà.
Michel-Édouard. Je trouve qu'on a beaucoup parlé de commerce et d'argent dans ce débat. Et si c'est le nerf de la guerre, et si on finalement à la fois fasciné et critique par rapport à la puissance anglo-saxonne et américaine, aujourd'hui on attribue à Netflix et à Netflix symbole ce pouvoir, ça devrait aussi nous faire regretter notre franchouillardise, notre village gaulois qui n'a pas su, dans l'intérêt de nos auteurs, investir. Moi, ça me ramène au débat sur Indochine tourné en anglais, quoi. Vous vous rappelez de ça? Voilà. Et aujourd'hui, Jean-Marie Messier avait, je ne connais pas les conditions, mais avait cette vision de faire un Netflix français, en quelque sorte. Je ne sais pas si c'était les séries, mais en tout cas de construire un canal de distribution internationale. Est-ce que finalement, pour nos auteurs, à force de ne pas avoir travaillé notre force commerciale, notre force d'exportation, travailler la dimension du marché, puisque vous dites que c'est ça qui conditionne aujourd'hui un film, est-ce que c'est pas tant d'avoir été fasciné par notre propre talent que finalement on en vient à devoir aller négocier avec les Trump du cinéma américain, quoi. Je pense qu'on est un peu prétentieux en France. Hein. On a une vision très de la création. Oui. Parce que ça, tu sais, tu connais bien la BD aussi. La plus grosse arnaque du XXe siècle, c'est nos copains Uderzo et Goscinny qui ont fait croire aux Français que de Gaulois ont résisté à la première vague de mondialisation par les Romains. Hein. Et à partir de là, on a bâti des oppidums et voilà. Vous avez dit tout à l'heure que l'exception culturelle française et son mode de financement dans le cadre du cinéma, etc., a finalement peut-être participé à notre endormissement. Et il y a une revisitation à faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas soutenir, il ne faut pas inverser la phrase, mais probablement faut-il investir aussi dans la dimension du marché de ce qu'on propose à nos auteurs. Il faut parler commerce positivement, quoi. Et le truc qui me frappe toujours, c'est que à chaque fois que je dis... Enfin, je me souviens il n'y a pas longtemps d'ailleurs, je disais le cinéma c'est une industrie, quoi. Et puis, comment tu peux dire ça et tout, c'est de l'art et tout. Oui, non, il y a des auteurs qui atteignent une vraie expression artistique. Mais c'est une industrie. Il y a des gens qui vivent de ça. Il y a des techniciens et tout. Et comme toute industrie, par exemple, moi je me souviens quand on a tourné Boule et Bill, cette année-là, il y avait 50% des films qui se faisaient en Belgique et au Luxembourg. Ça s'appelle de la délocalisation. Alors on en parle pour l'automobile, on en parle pour le textile, on n'en parle pas pour le cinéma. Alors on a les discours des Césars, c'est formidable, le cinéma, patati patata, mais délocalisation. Et bien là, la question qui se pose, c'est que quelle va être l'ampleur du plan social en fait? Ça va être un peu ça. Je vous remercie d'avoir parlé sans langue de bois. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis en direct sur l'internaute. Je vous remercie tous. Je réitère. Merci Frédéric. Merci de votre attention.